Au cœur des équilibres budgétaires de l'État, cette audition de la Commission des finances est consacrée au projet de loi spécial prévu à l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, autorisant la perception des impôts. Les ministres Roland Lescure et Amélie de Montchalin présentent et défendent la position du gouvernement devant les membres de la Commission, sous la présidence de Claude Raynal. Les échanges avec les sénateurs permettent d'éclairer les mécanismes institutionnels, les contraintes budgétaires et les enjeux démocratiques liés à la continuité de l'action publique. Abonnez-vous à Hémicycle pour comprendre ce qui se décide concrètement au cœur des institutions. Collègues, bonjour. Monsieur le ministre, Madame la ministre, bonjour également. Nous avons, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, cette audition s'inscrit alors que la CMP sur le projet de loi de finances 2026 a échoué, comme vous le savez, vendredi dernier, et que compte tenu du temps restant avant la fin de l'année, pour la seconde année consécutive, l'exécutif se trouve réduit à présenter un projet de loi spéciale au Parlement. L'an dernier, cette loi spéciale avait été votée dans un contexte inédit sous la Ve République, alors que la motion de censure adoptée par l'Assemblée nationale sur le texte de CMP relatif au PLFSS pour 2025 a conduit à la suspension de l'examen du projet de loi de finances initiale. Cette année, le décalage de calendrier ne permet pas, derrière l'échec de la commission mixte paritaire, de poursuivre l'examen en nouvelle lecture du texte. C'est ainsi qu'un Conseil des ministres a hier soir délibéré sur un projet de loi spéciale pris en application de l'article 47 de la Constitution et de l'article 45 de la LOLF, et que nous devons examiner en commission puis en séance ce soir, une fois qu'il nous aura été transmis par l'Assemblée nationale. Il est effectivement plus qu'urgent d'agir désormais pour doter la France des moyens de commencer l'année. Cette situation, certes exceptionnelle, mais qui s'est déjà produite l'an dernier, nous conduit ainsi à entendre ce matin, Madame et Monsieur les ministres. Cet échange sera l'occasion d'aborder les nombreux sujets liés à ce texte de 3 articles et de nous assurer que toutes les mesures indispensables au financement de nos institutions et de nos services publics seront couvertes. La question connexe des crédits nécessaires à l'ensemble des missions de l'État est également cruciale, puisque devront suivre les décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés. Madame la ministre, Monsieur le ministre, ces crédits ouverts par décret ne pourront évidemment pas suffire pour l'année 2026. Pendant combien de temps estimez-vous nécessaire et possible pour l'État et les collectivités territoriales de mener leurs actions et de faire fonctionner correctement les services publics sans budget national voté? En d'autres termes, à quel moment le vote d'une loi de finances initiale s'avérera-t-il indispensable? Je vous laisse la parole pour un propos liminaire avant de venir aux questions que le rapporteur général et l'ensemble des commissaires des finances souhaiteront évidemment vous poser. Je vous rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux du Sénat. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Amélie de Montchalin, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous étions réunis dans cette salle le 15 octobre dernier pour entamer un processus budgétaire que vous connaissez bien, et nous sommes ici presque 2 mois plus tard pour entamer un processus que nous connaissons moins, mais que nous avons quand même pratiqué ensemble. J'étais à l'époque à l'Assemblée nationale il y a 1 an. Merci à tous et à toutes d'être là. C'est une semaine où souvent les Françaises et les Français ont quand même un peu autre chose en tête. Et je souhaite que ce soit le cas pour eux, mais nous aussi, Monsieur le rapporteur général, et nous sommes là, et nous sommes bien là. Depuis le 15 octobre dernier, la méthode inédite annoncée par le Premier ministre a permis au débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 de se tenir, d'aboutir à son vote et à son adoption. Cette réussite crée un précédent et trace une voie pour les futurs débats budgétaires. En revanche, vous le savez, les discussions à l'Assemblée nationale n'ont pas permis d'aller au bout de l'examen du projet de loi de finances pour 2026.
L'Assemblée nationale n'a pas pu examiner la partie dépenses du texte, définir le budget qu'elle souhaitait. Elle a même rejeté en bloc la partie 1, nous disant en gros le budget qu'elle ne souhaitait pas, mais à ce stade, pas encore le budget qu'elle souhaitait. Vous avez de votre côté rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que finalement adopté par l'Assemblée nationale. En revanche, vous avez adopté un budget, vous avez adopté un projet de loi de finances, même si nous avons eu l'occasion d'échanger sur, je dirais, la qualification de ce budget. Je dois reconnaître bien volontiers que le travail a été fait, il a été bien fait, il a été longuement fait, et cet examen a permis aujourd'hui de disposer d'un texte qui sera, vous le savez, le point de départ des discussions ultérieures. Nous apprenons en marchant, notre culture politique évolue. Nous avons besoin de ces quelques jours ou quelques semaines supplémentaires pour réussir à faire comme de nombreuses autres démocraties le font, trouver un compromis budgétaire. Mais attention, je vois poindre ici ou là, pas forcément ici d'ailleurs, mais plutôt là, une certaine accoutumance à la loi spéciale. Dire que le monde va s'écrouler avec la loi spéciale serait évidemment mentir, mais dire que nous pouvons nous en contenter plus que quelques semaines serait un déni de réalité. Et c'est ma manière, Monsieur le Président, de répondre à votre question qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder un peu plus tard, mais au-delà de quelques semaines, on se retrouve vraiment avec des contraintes très fortes sur l'ensemble des agents budgétaires qui déforment l'exécution budgétaire, qui contraignent les investissements, j'y reviendrai, et qui, je pense, auraient des effets délétères sur à la fois l'activité, les comptes et peut-être aussi la perception qu'auraient les marchés de notre processus budgétaire, alors que jusqu'ici, tout va à peu près bien. La loi spéciale nous offre simplement le temps nécessaire pour prolonger les débats, nous permettre d'aller au bout de l'examen. C'est au fond une roue de secours, c'est plutôt une galette, vous savez, qui permet de rouler à 80-85 km/h, mais qui permet de faire quelques kilomètres, d'arriver à la station-service, de changer les roues et de repartir de plus belle. En aucun cas une méthode qui nous permet d'avoir un véritable budget. Vous le savez, vous l'avez vu, hein, la loi spéciale, j'en ai un exemplaire ici, c'est une quinzaine de pages, c'est 3 articles. On lève l'impôt, on permet de financer les collectivités territoriales et on permet de lever la dette, c'est tout. Vous le savez bien, un budget, c'est bien plus que ça, c'est 400 pages, 83 articles. Celui-ci, ce n'est évidemment pas un budget en tant que tel, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le répète. Ce n'est pas non plus la reconduction du budget de l'année dernière comme il l'était. Hein, la mise en œuvre de la loi spéciale ainsi que des décrets de service votés, vous l'avez dit, Monsieur le Président, revient à ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Je rappelle, vous le savez, que la loi spéciale ne peut pas modifier les barèmes d'impôts, ni à la hausse, ni à la baisse d'ailleurs, ou prolonger des dispositifs fiscaux de l'année précédente. Le Conseil d'État avait été très clair il y a un an, il l'a été à nouveau quand il a rendu son avis sur le présent projet. Par ailleurs, vous le savez également, mais en loi spéciale, on ne peut pas financer des investissements nouveaux, que ce soit le financement de l'évolution des sous-traitants automobiles qui font face à une transition extrêmement difficile vers l'électrique, que ce soit le financement de la recherche sur le secteur aéronautique, le financement des entreprises qui développent en France des ordinateurs quantiques. On est en avance sur ce sujet, il faut qu'on le reste. MaPrimeRénov', les investissements des armées, évidemment, que vous avez voté massivement en séance il y a maintenant quelques jours. J'ajouterai, point extrêmement important, que la loi spéciale ne permet pas de prolonger la garantie de l'État à l'AFD pour la Nouvelle-Calédonie, ne permet pas non plus de voter la garantie anti-émeute ou la garantie pour l'UNADIC. À l'issue de l'examen par le Sénat, j'ai eu l'occasion de le dire, le déficit public serait de 5,3%. Certaines dépenses supplémentaires engagées néanmoins par des baisses non soutenables et documentées. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Je pars dans l'autre sens. J'en étais où? J'en étais là. Comme l'année dernière. Bon, ça m'arrive. Ça arrive même au meilleur. Comme l'année dernière, la loi spéciale ne peut être qu'une solution provisoire. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est un texte de jonction, un pansement. Son maintien au-delà de janvier risquerait de fragiliser grandement l'économie française, avec 3 types d'incertitudes que je souhaite partager avec vous. La première, c'est sur l'état des finances publiques elles-mêmes. Parce que la loi spéciale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet au fond de limiter le bon gras, plus d'investissements, plus de dépenses nouvelles, mais elle laisse le mauvais gras prospérer. Les tendances naturelles de dépenses publiques, elles se poursuivent sans pouvoir bénéficier du budget qui, lui, a tendance à les limiter.
Et donc on a un risque de dégradation du déficit public, ce qui peut apparaître un peu, je dirais, pas forcément conforme à l'intuition. On se dit on limite les dépenses, on les gèle au niveau de l'année dernière, ben, le déficit va baisser. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas prendre de prélèvements nouveaux et que les tendances naturelles des dépenses fondamentales, elles se poursuivent. Première incertitude sur le déficit public. Deuxième incertitude sur la croissance, évidemment. Plus ça dure, moins les entreprises sont prêtes à faire des investissements, moins les ménages sont prêts à faire des investissements, notamment immobiliers. Tant qu'on ne sait pas, je dirais, à quelle sauce fiscale on va être mangé, que ce soit l'un ou l'autre, on lève le pied. Et ça, évidemment, ça peut se traduire par un risque important sur la croissance. Je vous rappelle que l'année dernière, alors on était dans des circonstances différentes. On n'avait ni PLFSS, ni PLF, ni gouvernement. Mais la croissance s'est arrêtée au premier trimestre, à peine 0,1% de croissance, et ne repartit que quand le gouvernement nommé a pu faire adopter un budget. Évitons-nous ceci pour le début de l'année. Troisième incertitude importante sur le financement même de notre dette, avec des tensions potentielles sur les taux. On en avait eu l'année dernière, on en a eu au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, ça s'est calmé. Il faut s'assurer là aussi que nos capacités de financement et les taux d'intérêt auxquels on se finance restent calmes. Et donc, pour toutes ces raisons, nous devrons nous réveiller le 1er janvier avec la même obsession qu'en se couchant le 31 décembre, faire adopter un budget pour la France. Il nous revient à présent de finaliser rapidement nos travaux. Nous reprendrons le travail à l'Assemblée là où vous l'avez arrêté, afin de converger au mois de janvier vers un budget qui puisse être adopté du fait des échéances financières, économiques, mais aussi électorales, vous le savez, qui sont devant nous. Nous devons poursuivre nos efforts pour maintenir le déficit sous les 5%, seuil qui nous permet de rester sur la trajectoire nous ramenant au-dessous de 3% de déficit à l'horizon 2029 et de respecter nos engagements européens. Je pense que vous y tenez, j'y tiens particulièrement et j'y serai extrêmement sensible. Cet objectif, mesdames, messieurs les sénateurs, il est ambitieux, il est atteignable, c'est notre devoir de l'atteindre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cher Roland Lescure, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Effectivement, nous nous retrouvons car la commission mixte paritaire de vendredi dernier n'a pas été conclusive. Nous en prenons donc acte et nous prenons nos responsabilités. Monsieur le rapporteur général, vous avez d'ailleurs pu souligner avec le président du Sénat un certain nombre de propositions que votre institution, par ses votes, a pu exprimer. Et néanmoins, nous le savons, elles n'ont pas pu être incluses dans une CMP conclusive. C'est pourquoi, conformément à la Constitution, nous vous présentons avec mon collègue ministre de l'économie et des finances ce projet de loi spéciale pour nous donner collectivement ces quelques jours supplémentaires pour donner au plus vite un budget à la France, puisque c'est bien une nécessité vitale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois que tout le monde maintenant, en tout cas, le sait, cette loi spéciale n'est pas un budget. Et au fond, ce n'est pas un choix politique, c'est d'ailleurs un non-choix. Et je crois que notre pays ne peut pas se permettre de vivre longtemps dans ce régime de non-choix. C'est un service minimum qui a été pensé par la LOLF et par la Constitution, évidemment, pour que nous ne fassions pas défaut, que nous puissions effectivement agir, même si le processus budgétaire ne s'est pas terminé avant le 31 décembre. Mais au fond, nous savons que cette loi spéciale ne permettra pas de répondre pleinement aux urgences et aux exigences des Français. Je suis, vous le savez, élu d'Île-de-France, et quand on entend le mot service minimum, en général, on pense au transport et on pense aux grèves. Et on sait qu'un service minimum, en général, n'est pas satisfaisant et qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il s'arrête. Eh bien, je vous le dis de même nature, ce service minimum budgétaire, au fond, c'est une France au ralenti, personne n'en veut. C'est aussi un régime que nous souhaitons, je crois, collectivement, qui puisse s'arrêter le plus tôt possible pour que notre pays ne soit pas condamné à une impuissance, tant dans le champ national qu'international, et qu'au fond, nous ne pouvons ne faire ni la grève ni la trêve du compromis quand l'intérêt de la France et des Français sont en jeu. À ce service minimum correspond en revanche des risques maximum. Certains, vous le savez, dans les médias ou par certaines interventions, me demandent déjà depuis quelques heures à ce que nous appliquions cette loi spéciale, je cite, sans dramatisation et sans, évidemment, la rigidité que ce régime, malheureusement, impose. Je dois vous le dire, je ne cherche pas à dramatiser les choses, mais il nous faut être transparents sur les conséquences effectives que ce régime budgétaire, qui n'est pas un budget, eh bien, aura sur la vie quotidienne des Français, avec des urgences qui devront attendre. C'est
un oxymore que de mettre ces deux mots ensemble, avec un risque pour un certain nombre d'investissements qui ont été rappelés, et au fond un risque que notre pays soit immobile alors que tout dans le monde va très vite, parfois d'ailleurs pour certains de nos concitoyens et pour nous tous trop vite. Ce service minimum, il faut qu'il soit le plus court possible, puisque du provisoire qui dure, en général, ce n'est pas l'image de la politique ni de l'action, je crois, que nous voulons mener collectivement pour nos compatriotes. Et ce serait même, je crois, assez indigne d'un pays comme la France que de laisser cet état provisoire durer. En effet, ce texte autorise à lever l'impôt, à transférer ce qui est dû aux collectivités d'après les plafonds de l'année 2025, sans modification, et enfin de nous permettre d'emprunter et de ne servir au fond plus que notre dette que les Français. Il y a là aussi, je crois, un oxymore. C'est bien pour les Français que nous devons agir avant d'agir pour le service de la dette. Très concrètement, je ne vais pas être beaucoup plus longue, j'imagine que vous aurez des questions. En ce qui concerne les investissements, pour le ministère des Armées, je crois, qui est un élément qui doit tous, je crois, nous mobiliser, au vu d'ailleurs des votes qui ont pu avoir lieu il y a quelques jours, je peux vous confirmer que tous les engagements déjà pris seront évidemment payés dans l'enveloppe de crédit qui est celle de l'année 2025, mais que nous ne pourrons pas, en l'absence de budget et en l'absence donc de la fameuse surmarche de 6,7 milliards d'euros, engager de nouvelles commandes. Je vous donne un exemple, porte-avions. Beaucoup des engagements ont déjà été pris en 2025, et donc nous pourrons payer les engagements. Mais pour les nouvelles commandes, je pense aux frégates et un certain nombre d'autres avions, nous devons attendre, ce qui veut dire que ce sont des entreprises françaises qui vont attendre. Et quand les entreprises attendent, on sait ce que ça veut dire pour l'emploi, on sait ce que ça veut dire malheureusement pour l'activité économique. Deuxième conséquence très concrète, c'est la suspension des dépenses discrétionnaires. Alors, il faut toujours rappeler que ce n'est pas à la seule main du Premier ministre ou de moi-même de décider ce qui est suspendu et ce qui est évidemment continué. Il est suspendu toutes les dépenses qui ne sont pas obligatoires par un règlement ou une loi. Je vous donne un exemple. Si un chef d'entreprise d'une PME de 50 salariés embauche un apprenti, nous avons un règlement qui dit qu'il a le droit à une aide à l'embauche. Ces aides-là seront donc maintenues. Inversement, il n'est nulle part écrit que nous avons l'obligation de répondre favorablement à l'ensemble des demandes, par exemple, de MaPrimeRénov'. À ce titre, l'instruction est donc suspendue, puisqu'il y a deux cas de figure différents. Et c'est là que j'en viens au régime d'application de la loi spéciale. Ça ne dépend pas de mon jugement, ça ne dépend pas de mes envies. Ça dépend, en tant que ministre des Comptes publics, de ce cadre. La continuité de la nation s'entend par ce qui est obligatoire, soit parce qu'il y a une loi qui oblige, soit parce qu'il y a un règlement qui a défini les critères d'automaticité, ce qu'on appelle les dispositifs de guichet. Et donc tout ce qui ne rentre pas dans ce périmètre, je pense notamment aux dotations d'investissement pour les collectivités, la DSIL, la DETR par exemple, ne pourront pas être ouvertes, la FNADT, le Fonds vert ou la FIPD, puisqu'il n'y a nulle part écrit qu'il y a obligation de répondre favorablement aux demandes des maires ou des élus. Inversement, nous aurons néanmoins quand même des choses qui évidemment continueront de soutenir les collectivités, en particulier face aux catastrophes naturelles ou aux événements climatiques. Je pense en particulier aux collectivités de l'Hérault, que l'on sait durement affectées pendant ces heures où nous nous rencontrons. Troisième type de conséquence, c'est pour les recrutements d'effectifs publics, d'agents publics, qu'ils soient contractuels ou titulaires. Les concours ouverts et déjà annoncés se tiendront. Inversement, nous ne pourrons pas lancer de nouveaux concours, ce qui veut dire par exemple que les nouveaux concours qui vont permettre ou qui devraient permettre une réforme de la formation des enseignants ne pourront pas, en l'absence d'un budget en bonne et due forme, être lancés. Certains pensent que la loi spéciale ferait faire des économies, notamment en termes de ressources publiques. Je peux vous dire que je le vois un peu différemment, puisque ça ne permet pas précisément de réallouer nos ressources là où nous voulons le faire. Dans les ministères qui doivent réduire leur schéma d'emploi, les choses au fond sont gelées. Et inversement, dans les ministères qui doivent recruter, les 1600 magistrats et agents pénitentiaires, par exemple, pour le ministère de la Justice, les 1600 agents du ministère de l'Intérieur, eux ne peuvent pas être recrutés puisque nous n'avons pas les crédits supplémentaires pour les payer. Donc zéro intérêt RH, zéro intérêt pour l'efficacité des politiques publiques, zéro intérêt pour nos finances publiques. Voilà, je crois, un exemple du fait qu'il nous faut bien faire que ce régime soit le plus court possible. Enfin, il y a les conséquences fiscales du passage du 31 décembre et du passage dans une nouvelle année. Quelques exemples. Pour le barème de l'impôt sur le revenu, l'article 1er de la loi spéciale dit que nous pouvons percevoir les impôts selon le régime existant. Et donc nous n'avons pas la possibilité de revaloriser le barème avec une loi spéciale. Il nous faut un vrai budget. Ce qui veut dire que si ce vrai budget tarde à venir, nous aurons des difficultés notamment
pour faire, comme le Sénat le souhaitait, un dégel de la première tranche du barème, ce qui amènerait 200 000 ménages à entrer dans l'impôt sur le revenu. Je pense que nous avons tous à cœur de l'éviter et que donc nous puissions prendre une décision, une promulgation avant le mois de fin mars, début avril, qui est la date limite pour que les nouveaux barèmes soient inclus dans le calcul du prélèvement à la source et du nouveau taux en avril 2026. De même, les mesures dites de rendement, certaines liées à l'impôt sur le revenu ne pourront plus s'appliquer. Je pense notamment à la réforme du 10% d'abattement pour les retraités, qui ne peut plus s'appliquer en 2026 puisque nous perdons l'accroche, comme on dit, de petite rétroactivité en 2025. Et puis, il y a des dispositions fiscales essentielles que je sais que vous soutenez, comme notamment la création d'un statut du bailleur privé, qui évidemment demande un cadre fiscal clair, en bonne et due forme, là aussi par un texte. Je veux rappeler évidemment aussi un élément important. Contrairement à ce qu'on entend parfois, la loi spéciale n'est pas un régime budgétaire qui permet de faire massivement des économies. Parce que ce qui est parfois oublié, c'est qu'une partie de ces dépenses dites de guichet ont en fait des dynamiques très largement supérieures à notre croissance économique, une tendance naturelle supérieure. Et donc, en l'absence de projet de loi, un certain nombre des dispositions de régulation, de modération, qui étaient incluses dans le projet de loi de finances, ne peuvent pas être prises. Donc, vous avez toute la tendance et vous n'avez plus le levier pour faire des économies. Et donc, la suspension, en fait, temporaire d'un certain nombre d'investissements qui doivent être faits, évidemment, ne génère pas d'économies. Certains disent pourquoi vous n'annulez pas, au fond, ce que vous aurez suspendu. Si c'est pour générer, vous voyez, pour toutes les entreprises qui attendent des crédits pour soutenir leur plan d'investissement, des faillites, des défauts de paiement, des licenciements, et donc, in fine, une récession économique, je crois que l'impact budgétaire serait beaucoup plus grand que la seule dépense initiale qui était attendue. Au fond, on le sait, pour réduire durablement le déficit, il faut que nous ayons un budget avec des objectifs clairs, assumés, contrôlés, fruit du travail du Parlement qui en a le pouvoir, pour que nous puissions, comme nous l'avions fait en février dernier, quand avec Éric Lombard, nous avions fixé l'objectif, suite à votre accord parlementaire, 5,4% de déficit, eh bien, nous l'avons pu le tenir parce qu'il y avait un cadre donné par le Parlement et un gouvernement qui avait donc l'objectif de le tenir. Je veux ici, en revanche, rassurer sur un élément avant de conclure, c'est qu'évidemment, face aux urgences vitales, aux urgences sanitaires, la continuité de la nation est en question, et donc la loi spéciale nous permet d'agir, y compris sur des sujets qui n'étaient pas des sujets de 2025. En 2025, nous avions pu répondre aux urgences à Mayotte après le cyclone, même en l'absence d'un projet de loi de finances. De même, vous imaginez bien que nous, et je reviendrai évidemment si vous avez des questions sur ce sujet, nous déployons l'ensemble des dispositifs financiers et d'action publique pour accompagner les éleveurs face à l'épidémie de dermatose. Les indemnités pour abattage seront versées, les vaccins seront financés, le fonds d'urgence est mobilisé. Inversement, nous ne pourrons pas, en revanche, valider pleinement la défiscalisation de ces indemnités d'abattage avant le projet de loi, mais je veux rassurer évidemment les éleveurs. Dès que le projet de loi, je crois que cette mesure fait unanimité entre les deux chambres, elle pourra s'appliquer. Je conclurai donc en vous disant qu'il me semble que cette trêve de Noël qui s'annonce ne peut être une trêve de la responsabilité. Chaque jour de loi spéciale sera un jour de trop et que le chemin de compromis qui a pu être trouvé à l'Assemblée et, je crois, collectivement, à la fois sur le projet de loi de fin de gestion, puis sur le projet de loi de la sécurité sociale, qui est une bonne nouvelle précisément tant pour les Français que pour les soignants, qu'également pour les comptes publics, puisse également prévaloir sur ce projet de loi de finances. Vous savez que le gouvernement, moi-même, le Premier ministre, tous les collègues ministres et Roland Lescure au premier chef avec moi, nous tenons à votre entière disposition pour que le projet de loi de finances, qui, je le souhaite, adviendra vite pour notre pays, puisse refléter ce que nous souhaitons faire ensemble pour répondre aux urgences, répondre à l'essentiel et faire que l'année 2026 soit une année qui ne soit pas une année de pause, à défaut d'avoir été une année qui commence dans le cadre normal. Je vous remercie pour votre engagement, votre travail et je crois le sens de l'intérêt général qui a toujours prévalu dans ce que nous avons pu faire ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je passe tout de suite la parole au rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame et Monsieur le Ministre. Permettez-moi d'abord de dire combien je regrette la situation que l'on connaît. Et je vais simplement, comment dirais-je, souligner les derniers mots que vous avez utilisés, Madame la Ministre, qui semblent, en tous les cas, qui traduisent, à mon avis, mieux que
ce qui a pu être dit, rapporté et malheureusement colporté trop souvent dans la parole du gouvernement d'un Sénat qui se serait mis en obstruction. Voilà. Je crois que sur ce projet de loi de finances, je veux juste rappeler qu'en 20 jours, on a fait le job et que ça s'est fait dans un climat constructif, apaisé, de confrontation d'idées. Et je pense qu'une démocratie qui n'accepte plus le débat est une démocratie non seulement affaiblie, mais qui inquiète. Je vais en venir tout de suite au sujet du jour, mais également revenir globalement un peu sur le tuilage entre le débat du projet de loi de finances. Monsieur le ministre, lors du vote solennel ici au Sénat et en vue de la CMP, vous avez dit tout le monde va devoir faire des concessions, y compris la majorité sénatoriale. Nous pouvons y arriver si tout le monde fait des efforts, non seulement sur les recettes, mais également en réduisant les dépenses. Je vous cite. Donc vous, me semble-t-il, vous proposiez des baisses de dépenses. Madame la ministre, lorsque je vous ai explicitement demandé quelles étaient les pistes d'économie envisageables en plus de la copie votée par le Sénat, vous avez été très clair. Vous m'avez répondu d'une part que vous ne validiez pas les économies votées par le Sénat, que vous ne les considériez pas comme crédibles, et d'autre part que vous n'aviez pas même aucune piste d'économie supplémentaire. Vous m'avez même proposé un chemin pour aboutir à la copie finale, près de 10 milliards de hausse d'impôts. Donc à cet instant, je souhaite savoir qui dit vrai entre la parole du ministre et de la ministre. Quelles sont les pistes d'économie possibles, lesquelles, et chiffrées à quelle hauteur? J'ai un peu le sentiment, pour reprendre une expression qui avait été utilisée en 2022, que d'une certaine manière, avec l'accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale passé à l'Assemblée nationale, vous avez d'une certaine manière cramé la caisse, puisque le texte qui nous a été soumis au départ, le texte du projet de loi de finances affichait un déficit de 4,7 et qu'il est donc passé, de fait, à ce moment-là, un déficit de 5%, ce qui est la limite que vous continuez d'afficher, en tous les cas dans vos intentions. Et vous vous lancez dans le même processus de négociation sur ce projet de loi de finances. Et je vois que, en face de moi, du côté notamment des sénateurs socialistes, il est demandé plus de 10 milliards de dépenses de plus. Et l'absence de loi de finances, vous l'avez dit, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous fait déjà perdre beaucoup de recettes, que ce soit la fiscalisation des indemnités journalières des affections de longue durée, la taxe petit colis, l'abattement de 10% sur les pensions, en plus du fait que l'Assemblée nationale avait rejeté un certain nombre de vos mesures en recettes, comme le gel du barème de l'IR. Donc, au regard de ces constats, quel est votre objectif aujourd'hui? Par quel chemin vous voulez passer? Comment y parvenir pour permettre aux Français de sortir du grand état de brouillard durable installé dans le paysage, et notamment de notre budget, qui préoccupe, et à mon avis, il faut y être attentif. Effectivement, il ne faut pas que ça devienne anxiogène. Une question précise sur les valeurs locatives des locaux professionnels, puisque, faute d'une loi de finances, l'un des 3 mécanismes atténuateurs de la révision des valeurs, le planchonnement, va disparaître au 1er janvier à 0 heure. Je rappelle, c'est un mécanisme qui consiste à réduire de 50% la variation entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, et que celle-ci, d'ailleurs, s'effectue à la hausse ou à la baisse. Le fait générateur de ces impositions attachées à la valeur locative s'opérant au 1er janvier, je pense que nous ne serons donc pas en mesure de proroger rétroactivement le planchonnement. Est-ce que vous confirmez cette analyse juridique? Et
Est-ce que vous pouvez nous indiquer si des mesures correctrices peuvent être envisagées sur ce dossier? S'agissant, Madame la Ministre, du décret sur les services votés, l'an dernier, au 30 décembre 2024, il avait repris exactement les crédits de la loi de finances initiale pour 2024. Pouvez-vous confirmer qu'il en sera de même cette année? Et prévoyez-vous une mise en œuvre identique à celle que vous aviez portée pour 2025, c'est-à-dire un blocage de 75% des crédits en début d'année? Est-ce que vous comptez, comme l'an passé, publier d'ici au 31 décembre un communiqué de presse relatif aux dépenses fiscales et autres mesures fiscales dont le gouvernement soutiendra la prorogation en 2026? Parce que finalement, tout ça s'inscrit un peu dans une espèce de parallélisme des formes par rapport à l'an passé. Si j'en crois la dernière publication de l'INSEE, la dette publique, vous l'avez abordée, Madame la Ministre, a atteint, et malheureusement, un nouveau sommet à la fin du troisième trimestre 2025. 3 482 milliards d'euros, 117,4 du PIB, un record, un triste record, hors période de guerre ou de pandémie. Là où certains analystes redoutent désormais des scénarios de crise financière à brève échéance, pouvez-vous nous présenter les conditions dans lesquelles interviendront les prochaines adjudications de titres de dette de l'État par l'Agence France Trésor? Quel est le calendrier? Quels sont les montants et maturités des titres à émettre? Les conditions de taux d'intérêt anticipés? Considérant en effet que le solde public pour 2026 a d'ores et déjà été fortement dégradé, je le redis, à la suite de la suspension de la réforme des retraites actée dans et par le projet de loi de finances de sécurité sociale. Et donc, dès lors, quelle cible de déficit public le gouvernement entend-il finalement porter au terme des discussions budgétaires afin de garantir la crédibilité de la signature française sur les marchés financiers? Je le redis, je l'ai dit au début, je crois avoir compris que c'est 5% maximum et nous sommes déjà à 5% maximum. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais donner la parole au ministre pour répondre aux propos du rapporteur général. Monsieur le ministre, tout d'abord. Oui, quelques mots. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur général. D'abord sur le processus et sur le résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un processus un peu inédit dans lequel l'Assemblée nationale a voté un projet de loi de financement de sécurité sociale que vous avez rejeté, après en avoir adopté un autre, et vous avez adopté un budget que l'Assemblée nationale avait elle-même rejeté, sans d'ailleurs l'examiner autrement. Donc on est là où on est. Le processus aurait pu être différent. Vous aviez un certain nombre de... Quand je dis vous, c'est la majorité sénatoriale, parce que j'imagine que vous avez eu des débats n'ayant pas été directement impliqués dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme il y en a eu à l'Assemblée, en disant la réforme des retraites, pour nous, c'est non, et donc on rejette, et la CMP est non conclusive. À partir de là, évidemment, l'essentiel du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en fait, la quasi-totalité, se fait à l'Assemblée nationale, et c'est un PLFSS, je dirais, de l'Assemblée nationale qui est finalement adopté. On aurait pu faire des choix différents et dire, au-delà de la réforme des retraites, en tout cas c'est le choix qu'a fait le groupe dont je suis issu, avec laquelle je ne suis pas très à l'aise, je décide de rentrer dans une négociation parce que c'est le prix du compromis et c'est le prix de la prime de risque politique. C'est un choix stratégique politique que la majorité sénatoriale a fait, je le respecte, mais qui forcément, du coup, change la nature des débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est voté, je dirais suffisamment largement voté là où il est, et qui, évidemment, vous le dites, contraint de fait la copie budgétaire du projet de loi de finances. Ah mais, la réalité, c'est qu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale voté, avec des transferts de l'État que vous aviez voté également, on n'y reviendra pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous aviez voté aussi, nous amène forcément, si on souhaite être en dessous de 5, à un projet de loi de finances contraint. Et force est de constater, de reconnaître, c'est ce que je vous ai dit, ce qui a visiblement suscité un peu d'émoi il y a maintenant une dizaine de jours, c'est qu'au total, on se retrouve avec 5,3% et des efforts à faire pour nous ramener en dessous de 5. Et que ces efforts, évidemment, ils doivent
constitué une semaine, effectivement, le temps passe. C'était il y a à peine une semaine. Et qu'aujourd'hui, on doit faire des efforts pour converger à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Avant de laisser la ministre répondre en détail sur les dépenses, je suis sûr qu'elle aura plein d'idées. Vous dire quand même que, attention, parler aujourd'hui de risque de crise financière me semble personnellement pas à propos. On a des émissions qui se passent parfaitement bien, on a des volatilités sur les taux qui sont extrêmement limitées. On a évidemment un écart de taux face à nos principaux partenaires européens qui s'est accru depuis un peu plus d'1 an et demi, depuis que l'incertitude politique est ce qu'elle est. Mais depuis 2 mois et demi, depuis que notamment le Premier ministre a indiqué qu'il était prêt à suspendre la réforme des retraites, on est pour, on est contre, mais il faut reconnaître que ça a plutôt limité la prime de risque politique. Toutes les émissions que nous avons mises en place se sont extrêmement bien passées, avec en aucun cas des difficultés à émettre et donc à financer notre dette. Donc on n'est pas dans une logique de crise financière du tout. On est dans une logique où les émissions se passent bien, où le papier français, comme on l'appelle, est encore respecté et acheté, mais évidemment avec une perspective de hausse de la charge de la dette pour l'année prochaine et du volume de financement qui nous amène sur des niveaux historiques. On est à 310 milliards d'émissions attendues, en attente d'un budget voté évidemment. C'est le niveau du PLF initial. On pourra éventuellement adapter ça en fonction du PLF finalement voté quand on en aura. Pour répondre de manière très précise à votre question sur les conditions d'adjudication, on attend évidemment que la loi spéciale soit promulguée et dès le 29 décembre, on fera la communication habituelle, l'Agence France Trésor, auprès des spécialistes en valeur du Trésor pour fixer à la fois le programme de financement et son étalement sur l'année qui vient. Donc on aura ça évidemment comme il se doit avant la fin de l'année. Oui, merci Monsieur le rapporteur général pour vos questions, j'allais dire ciblées et qui sont, je crois, les bonnes questions à nous poser, tant sur les recettes que sur les économies. Sur les recettes, je veux ici rappeler, il y a 2 types d'impact de la loi spéciale et du fait qu'il y a un délai dans l'adoption du budget. Il y a des recettes qui sont effectivement, entre guillemets, perdues. Elles ne pourront pas être mises en œuvre, même si vous le souhaitez. C'est toutes celles qui ont un lien ou un fait générateur qui dépend de 2025. C'est donc toutes les niches fiscales rattachées aux revenus 2025. C'est beaucoup dans l'article 5 initial du projet de loi de finances qui, de facto, comme on dit, tombent. Elles ne pourront pas être réintroduites et donc le rendement, les recettes attendues de ces mesures ne pourront pas du tout être appliquées et donc voilà, entrer dans les caisses communes de l'État pour financer nos services publics. Après, il y a un deuxième type de recettes. Je pense par exemple à la taxe petit colis. Effectivement, tout le rendement entre le 1er janvier et la date de promulgation du budget, celui-là n'existera pas. Mais la taxe petit colis peut évidemment se mettre en œuvre à partir de la date qui sera celle de la promulgation du budget. Autrement dit, on peut avoir 10/12e d'application si elle est mise en œuvre au 1er mars. Inversement, on perdra le rendement lié au délai. Et donc, il faut vraiment faire la part des choses, parce que sinon, on a l'impression que l'ensemble, vous voyez, de la partie 1, pour les ajustements de fiscalité, dans un sens ou dans l'autre, sont perdus. Ce n'est pas le cas. Deuxième élément, maintenant, sur les économies. Vous le savez, la copie initiale, comme on dit, du gouvernement, comptait pour réduire le déficit 2/3 d'économies et 1/3 de fiscalité. Moi, je tiens à ce que, évidemment, nous n'imaginions pas que par rapport à la copie initiale du gouvernement, au fond, on arrête de faire des économies et on ne fasse que des hausses d'impôts. Ça n'aurait pas de sens. Et qu'il y ait quelques hausses d'impôts sur des sujets choisis, je pense à la taxe petit colis, à un certain nombre de luttes contre la suroptimisation fiscale, et vous avez voté des choses tout à fait, je crois, utiles, que ce soit sur l'aménagement de dispositifs qui ont pu être dévoyés. Il n'y a évidemment pas, je crois, à rougir ou à revenir sur votre travail. Mais sur les économies, quelques éléments. D'abord, rappelez qu'en 2025, nous avons intégré dans le fonctionnement de l'État, ces interventions de l'État, 23 milliards d'euros d'économies, qui ont en fait permis de compenser 23 milliards au fond de hausse des dépenses du côté à la fois des collectivités, mais surtout de la sécurité sociale. Et c'est ce qui donne l'impression qu'à la fin, le déficit n'est réduit que par la fiscalité en 2025, mais c'est aussi parce que du côté des dépenses,
les efforts de l'État ont permis de compenser l'autre partie de la dépense publique, des collectivités en hausse modérée et une sécurité sociale en hausse plus forte. De facto, c'est ce qui s'est produit en 2025. Donc ça veut dire qu'en 2025, 75% de l'effort d'économie a été porté par l'État. Je pense que c'est une répartition qui n'est pas tenable indéfiniment, puisque ça veut dire qu'au fond, c'est sur toujours les mêmes ministères, toujours les mêmes politiques publiques, toujours sur les mêmes actions et souvent régaliennes. Voilà. Et donc, monsieur le sénateur, vous avez, monsieur le président, tout à fait raison, je vois sur vos lèvres, il faut réformer. Si nous n'avons pas une révision du périmètre d'action de l'État, si nous n'avons pas une révision du périmètre d'action de l'État, à un moment donné, nous ne pouvons pas infiniment raboter, ça ne marche pas. Et donc, c'est des choses que d'ailleurs je ne souhaite pas porter. En revanche, un certain nombre d'économies proposées par le Sénat me semblent être nécessaires et évidemment que le gouvernement les soutiendra dans la poursuite des discussions avec les différents groupes politiques. Je pense au travail que vous avez fait sur les agences, que ce soit sur le fonctionnement de certaines agences, que ce soit sur les dépenses d'intervention. Un certain nombre d'ajustements ont été proposés. Peut-être qu'il faut qu'on regarde les curseurs. Parfois, ces économies vont rogner sur des engagements déjà pris. Donc ça, on ne peut pas évidemment nous dédire. Mais il y a des choses qu'on peut évidemment aller confirmer dans le sens qui ont été les vôtres. Sur France 2030, je vous le dis avec le ministre Roland Lescure, nous sommes tout à fait favorables à continuer à revoir les volumes de trésorerie et à optimiser la trésorerie pour qu'il n'y ait pas de l'argent qui soit décaissé, vous voyez, depuis le compte général de l'État et qui ensuite se trouve logé en attente dans les trésoreries excédentaires d'un certain nombre d'opérateurs. Et là-dessus, il y a plusieurs centaines de millions d'euros et on peut faire le travail très raffiné pour se demander quel est le bon curseur là aussi. Troisième élément, c'est sur le compte personnel de formation. On souhaite, comme vous, eh bien, se dire qu'il y a un certain nombre de permis de conduire hors poids lourds qui n'ont pas été financés par le compte personnel de formation, alors que pour les poids lourds, on voit bien un intérêt. Ça peut paraître mineur, enfin, c'est quand même des lignes en centaines de millions d'euros. Ils ne sont pas inintéressants de se pencher sur ces éléments. Troisième élément, alors qui va peut-être vous sembler technique, mais pour moi essentiel, c'est les reports. Une manière de faire des économies, c'est de considérer que nous ne faisons pas entrer dans le budget 2026 plein de dépenses qui auraient dû être faites en 2025 et qui n'ont pas été faites, et qui du coup, eh bien, au fond, créent de la dépense supplémentaire et qui dégradent notre capacité. On a eu ce débat dans l'hémicycle, monsieur le rapporteur général. Alors, ça peut être une source d'économie que certains vont considérer comme un peu, vous voyez, parallèle. Moi, je pense que, vu les montants en jeu, vous savez qu'il y a eu 4 milliards de reports entrants pour les ministères en 2025, il y en avait 8 milliards l'année d'avant. Ben, on parle quand même de sommes qui sont tout à fait significatives et ça contribue tout à fait, monsieur le sénateur, à la sincérité collective. Je vais un peu plus vite sur les autres éléments. Sur le planchonnement, l'article 27, oui, monsieur le rapporteur général, je vous confirme que c'est une disposition qu'il est très difficile, voire impossible de mettre en œuvre en 2026, ce qui veut dire qu'il y aura, tel que cela s'annonce, des variations de fiscalité à la hausse et à la baisse plus importantes que ce que nous avions anticipé, et je veux le dire ici très, voilà, avec beaucoup de transparence. Pour les locaux qui auraient une hausse, c'est-à-dire à peu près 25% des locaux professionnels, la moyenne de la hausse serait de, à ce stade, et je le dis avec précaution parce qu'il faut qu'on affine évidemment les chiffrages, de 230 € par an. Donc c'est à la fois une hausse qui est visible. Pour une activité commerciale, c'est une hausse qui, vous voyez, rapportée au chiffre d'affaires par mois des commerces, et n'est pas ce que nous souhaitions, mais qui me semble être malheureusement la conséquence de cette absence de budget dans les temps. Et je préfère le dire, voilà, avec évidemment tout l'accompagnement dans ce qui pourra être fait pour expliquer la situation, mais nous n'allons pas pouvoir évidemment compenser ou annuler ce qui adviendra en l'absence de l'article 27. Sur ensuite les questions sur le décret service voté. Oui, un décret sera publié avant le 31 décembre. 2 circulaires, une du Premier ministre et une de moi-même, seront publiées en parallèle de sa promulgation. Un arrêté de gestion sera également publié à la suite de cette publication du décret service voté. Une circulaire sur l'application pour les collectivités viendra aussi préciser le cadre. Et nous aurons évidemment un communiqué sur les mesures fiscales pour que pour certaines mesures favorables qui ont manifestement fait l'objet d'un vote, en particulier dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat, je donne un exemple, le crédit d'impôt pour l'agriculture biologique que vous avez dans les 2 chambres souhaité prolonger, on pourra nous engager à ce que les dépenses engagées
entre le 1er janvier et le moment de la promulgation de la loi qui viendrait à prolonger ce crédit d'impôt soit bien couverte par le crédit d'impôt, qu'il n'y ait pas de suspension du régime actuel. Des questions ont aussi été posées, par exemple, vous voyez, sur le crédit d'impôt à la mécanisation agricole, par exemple. Je reste dans le champ de l'agriculture, c'est un champ où il y a toujours des attentes et on voit bien, au vu des crises actuelles, évidemment, des inquiétudes à ne pas alimenter. Donc, il y aura évidemment des dispositions aussi qui concernent des enjeux plus industriels. Vous avez ou des enjeux de recherche, le crédit d'impôt à la coopération, par exemple, de recherche. Là aussi, on souhaite le prolonger. Vous aussi, eh bien, on s'assurera que les dépenses engagées éligibles à ce crédit d'impôt entre le 1er janvier et la date de la promulgation du budget viendront à être couvertes. Je fais juste un point. Il y avait 2 mesures, les baux ruraux et le soutien au cheptel de vaches laitières qui avaient été prises en 2025, sur lesquelles il y avait eu un certain nombre de difficultés de mise en œuvre au vu des textes qui avaient été notamment pris en commission mixte paritaire sur des enjeux de logistique que je ne vais pas ici développer. On a donc fait une lettre de couverture en disant que toutes les dépenses au titre 2025 seront couvertes et régularisées par le projet de loi de finances 2026. Si nous n'avons pas de projet de loi de finances 2026, arrivera quand même un moment où les services fiscaux devront évidemment redresser les situations qui sont déjà couvertes par une forme de tolérance. Voilà, donc je dis juste qu'à un moment donné, vous voyez, vous me demandiez, Monsieur le Président, combien de temps on peut tenir. Arrive un moment où on peut un certain temps, mais un temps le plus court possible, parce qu'arriveront notamment dans un certain nombre de situations des moments où eh bien, nous ne pourrons pas indéfiniment agir hors cadre réglementaire et législatif clair. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Ministre. Je passe la parole à nos collègues en leur demandant de se tenir dans un délai de 2 minutes à peu près pour chacune des interventions, puisqu'à peu près tout le monde a demandé la parole. Alors Christine Lavarde pour démarrer, Marc Lamini. Oui, merci Monsieur le Président. Alors juste, lors de la commission mixte paritaire, le président Coquerel nous a mentionné une note qui viendrait de vos services et qui indiquait qu'à partir du moment où la loi spéciale était enclenchée, on faisait automatiquement 5 milliards d'économies. J'ai été assez étonnée d'entendre ce chiffre pendant la commission mixte paritaire. Donc, comme ça a l'air d'être contradictoire avec ce que vous nous dites, est-ce que vous pouvez nous éclairer juste sur la question des charges et des intérêts de la dette? Là, pareil, notre collègue Stéphane Sautarel, qui ne peut pas venir parce que lui, il est coincé à cause des conditions climatiques, recensait quand même ce qui s'est passé depuis vendredi et dit que le rendement de l'obligatoire, enfin de l'OAT à 10 ans a grimpé de 5 points de base, celui de l'OAT à 30 ans en a gagné 7, que le mouvement s'est poursuivi hier, que le taux à 10 ans a atteint 3,63%, que celui à 30 ans a dépassé 4,53%, et que finalement on a atteint des niveaux inédits depuis 2011 pour le marché à 10 ans et depuis 2009 pour le marché à 30 ans. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces données statistiques voilà. Et moi j'ai une dernière question, parce que la ministre nous a parlé de l'article 27 sur le planchonnement, mais il me semble qu'il y a une des dispositions qui était dans la mission écologique, qui est l'article 69, sur les contrats d'énergie renouvelable. Il y avait 2 parties dans cet article. Une partie qui est pas, enfin, il y a 30 millions d'euros en jeu, donc je pense que c'est pas ça le plus problématique. Mais la seconde partie, c'est le mécanisme qu'on avait voté, il me semble, dans la loi de finances pour 2022 ou 2023, les années, qui prévoyait qu'en fait, quand les prix de l'énergie ont fortement augmenté, les énergéticiens devaient reverser à l'État le montant de la surrémunération qui n'était pas prévue dans les plans d'affaires initiaux. À ce stade, c'est 2,5 milliards qui ont été reversés par les énergéticiens. Cependant, la disposition a été attaquée par les énergéticiens et le Conseil d'État a jugé que le Parlement avait fait preuve d'incompétence négative en ne fixant pas le niveau des plafonds. Donc c'est ce que venait faire cet article 69 et le Conseil constitutionnel avait donné jusqu'au 31 décembre 2025 pour prendre la disposition législative sous-jacente à ces 2,5 milliards. Donc quid, puisque là on est le 23 décembre. Donc est-ce que vous pensez que si on a un projet de loi qui est promulgué au 6 janvier, on pourra fermer les yeux sur les 6 jours de retard, mais si jamais les discussions traînaient un peu, qu'est-ce qui va se passer?
Merci Christine. Marc Laménie, Michel Canvet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Merci à nos deux ministres pour l'aspect pédagogique, parce que c'est très important. Alors moi, j'aurais 2 ou 3 interrogations concernant déjà l'hypothèse d'un prochain budget. Alors, quelle est la durée, je dirais, minimum du minimum pour une loi spéciale, pour cette loi spéciale? Alors, quels sont les aspects conséquences pour les effectifs, les moyens humains? Moi, je borde souvent ce sujet des moyens humains. Alors là, ça concerne que la fonction publique d'État, ainsi que les opérateurs, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de ETP au niveau des opérateurs. Et puis la dernière question, les conséquences pour les collectivités territoriales. Vous avez parlé des dotations d'investissement. Et quelles sont les conséquences pour les dotations de fonctionnement? Parce que, bon, sur les prélèvements sur recettes, entre autres, les PSR, voilà, bah, c'était un petit peu mais quelques questions. Je vous remercie. Merci Marc. Michel Canvet, Olivier Paccaud. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je ne sais pas quel cadeau de Noël on va apporter aux Français. En tous les cas, force est de constater, à mon avis, que l'épisode conduira certainement à faire des économies supplémentaires. Et c'est un peu l'objet du questionnement que je souhaitais formuler, puisque vous avez évoqué différentes hypothèses. Moi, j'ai la conviction quand même qu'on arrivera à réaliser des économies, tout simplement parce que la maîtrise des dépenses est quelque chose d'absolument essentiel pour arriver à cela. Et vous pouvez tout à fait la conduire en cette période de loi spéciale. Et donc, tout ceci doit conduire à améliorer la situation financière normalement, même si j'entends bien un certain nombre d'effets collatéraux, notamment la hausse des taux d'intérêt qui aura pour impact la charge d'intérêt de notre pays, et puis d'autres dispositions fiscales qui ne feront pas rentrer des recettes, mais normalement la maîtrise des dépenses doit être tout à fait productive. Et moi je ne retrouve pas dans les hypothèses qui ont été proposées les 2 tiers d'économie et 1 tiers de recettes que vous avez évoquées. Je trouve, on est loin de cela, puisque le budget de l'État il était en augmentation tout à fait significative encore dans les propositions que vous avez formulées, puisque il y avait une quinzaine de milliards de dépenses de plus. Alors, je sais bien qu'il y a des mesures liées au prélèvement sur recettes pour l'Union européenne, à la charge d'intérêt de la dette et à l'effort en direction de la dépense, mais tout cela se concrétise par des dépenses supplémentaires qui étaient loin d'être compensées par des économies réalisées par ailleurs. Donc, il faudrait que vous nous précisiez en particulier sur quel chapitre vous entendez formuler des économies, puisque effectivement, on a évoqué tout à l'heure le PLFSS. Oui, je finis, Monsieur le Président. Le PLFSS, il se concrétise très clairement par des charges supplémentaires qui nous sont imposées. Et donc, comment peut-on s'en sortir de ce fait? Voilà, je termine. Merci Michel. Olivier Paccaud, Arnaud Bazin. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Une petite question de méthode. Parce que vous avez commencé, Monsieur le Ministre, justement par la méthode, en disant que c'était une méthode inédite. Vous vous en êtes réjoui, en disant que notre culture politique évoluait. Donc la nouvelle méthode, c'est le refus de l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il y a l'article 1 de la Constitution, le corps nul. Le gouvernement propose, nous débattons, vous votez, et à l'arrivée, le budget est planté pour l'instant. Bon. Alors ma question, elle est une question de méthode. Il y a ce fameux 49.3 dont vous avez un tout petit peu parlé sur BFM il y a quelques heures peut-être. Vous avez dit que c'était un instrument honni par les parlementaires. Écoutez, pas par tous. S'il a été introduit dans la Constitution par messieurs Debré et De Gaulle, c'est parce qu'il pouvait avoir une utilité. Il l'a démontré. Est-ce que, effectivement, là, les cigales ne vont pas se transformer en fourmis et vice-versa? Vous ne pouvez pas attendre ça de nous, en tous les cas. Et donc, alors, ce n'est pas de votre ressort directement, mais vous êtes près du bon Dieu. Donc, entre guillemets, est-ce que vous pouvez nous faire, non pas espérer, mais en tous les cas, une façon méthodique de pouvoir avancer, c'est quand même, et de pouvoir réformer éventuellement après, c'est d'utiliser ce 49.3 en dernier, ultime recours. N'est-il pas une possibilité, Madame
et Monsieur le ministre. Merci Olivier. Arnaud Bazin, Jean-Raymond Hugonet. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Je vais continuer à faire ce qu'on a déjà bien commencé. C'est un peu enjamber quand même la loi spéciale pour parler du futur budget, dont on a compris qu'il s'engage sous des auspices quand même assez défavorables et compliqués. Ici au Sénat, on a une particulière vigilance vis-à-vis des collectivités territoriales et du sort qui leur est réservé dans les textes budgétaires. Nous avons, me semble, adouci le sort que vous leur réserviez, alors que déjà elles doivent affronter l'augmentation de la CNRACL, la baisse d'un certain nombre de fonds d'investissement auxquels elles étaient très attachées, et le DILICO qui ne leur plaisait guère. Nous avons pris quelques mesures à cet égard pour ramener leur effort de 4 milliards à 2 milliards à peu près, dont 1 milliard, un peu moins d'1 milliard sur le DILICO, si ma mémoire est bonne. J'ai donc été surpris de vous entendre dire, Madame la Ministre, que nous avions ramené ici au Sénat l'effort des collectivités à néant. Donc je voudrais que de façon pragmatique, même peut-être arithmétique tout simplement, vous nous expliquiez comment ces milliards sont égaux à zéro. Merci Arnaud, Jean-Raymond Hugonet, puis Grégory Blanc. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. 3 questions. La première, c'est de savoir si vous êtes, par rapport aux chiffres qui circulent actuellement et à ce qu'on a vécu cette année, donc, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux sur ce que coûte réellement, à peu de choses près, cette loi spéciale ? Puisque des chiffres circulent et qu'ils sont différents, d'où qu'on les écoute. La seconde question, c'est, vous avez dit tout à l'heure, dans vos propos liminaires, que vous sembliez vouloir aller très vite, voire très très vite. Nous avons l'expérience l'année dernière, nous avons, enfin, en tout cas cette année pour 2025, nous avons voté le jour de la Saint-Valentin, me semble-t-il, la loi spéciale. Promulguée. Oui, mais je parle de promulgation parce qu'on peut voter ce qu'on veut, mais tant que c'est pas promulgué. Donc la promulgation, qu'est-ce qui vous inciterait à dire qu'on puisse aller plus vite ? Ça, c'est la deuxième question. La troisième est complémentaire à ce que vient de dire mon collègue Arnaud. C'est s'agissant du DILICO, et pour penser après la loi spéciale, quelle est justement votre appréciation par rapport au travail qu'avait fait le Sénat ? Et effectivement, dans vos propos, on a semblé trouver que ce n'était pas la bonne position. En tout cas, nous avions trouvé une position médiane qui permettait de préserver notamment les communes qui souffrent le plus. Et on sait que quand le temps budgétaire, le temps se couvre, eh bien, à ce moment-là, c'est toujours les bons élèves qui trinquent. Et donc, quel est votre sentiment sur l'avenir de ce DILICO ? Merci. Merci Jean-Raymond, Grégory Blanc, puis Pascal Salvodelli. Et nous nous arrêterons après Pascal Salvodelli pour une première réponse. Merci. Le modéré que je suis se pose une question. On entend beaucoup de voix et de plus en plus de voix demander l'adoption d'un budget par 49.3. Mais à ma connaissance, pour qu'il y ait un budget, et je souhaite qu'il y ait un budget rapidement, pour qu'il y ait un budget par 49.3, il ne faut pas qu'il y ait censure. Et du coup, je voulais vous poser les questions suivantes suite à ce que j'ai pu lire ou entendre dans la presse, en disant que l'atterrissage serait entre le consensus, entre guillemets, de l'Assemblée nationale et la copie du Sénat. Et je me posais la question de quelle est la lecture que vous faites du consensus de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il intègre les 4 taxes que vous avez considérées comme inapplicables ou pas ? Parce que si on sort ces 4 taxes, ça signifie que l'atterrissage se ferait finalement sur l'impôt sur le revenu en recettes pour avoir un relatif équilibre. Le débat se situerait sur l'impôt sur le revenu pour les retraités, sur le gel, le dégel, la façon dont on intègre les choses. Et puis, évidemment, avec un certain nombre de questions sur les dépenses. Et je vous ai bien écouté. Il me semble que ce qui ressort, c'est évidemment de diminuer le volume sur l'investissement et prioritairement l'investissement sur la transition écologique. J'ai entendu France 2030, décarbonation principalement, notamment. J'ai entendu ou lu sur MaPrimeRénov'. Moi, je le dis de manière très simple.
si l'atterrissage final, et c'est un modéré qui le dit, c'est d'un côté l'impôt sur le revenu, de l'autre côté en recettes et de l'autre côté la transition écologique en dépenses, on a un problème. Et on aura un gros problème. Merci Grégory. Pascal Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. 3 choses. La première, c'est que c'est la deuxième loi spéciale et on pourrait parler de beaucoup plus d'événements budgétaires, mais on a, enfin, je vous le dis, une situation extrêmement grave parce que du fait de l'absence de légitimité politique et démocratique, tous les instruments légaux ne fonctionnent plus. Tous. Donc on a une panne là. Moi, je pense que voilà, il y a un divorce qui est extrêmement grave entre légitimité et légalité. Cela étant dit, avec un rôle d'un acteur qui n'est pas là avec nous ce matin, mais c'est normal, hein, c'est le président de la République, qui a une part de responsabilité sur ce sujet, et qui nous dit hier ce qu'il faut faire. Il faut voter pour 49.3 ou ordonnance. Je referme cette parenthèse. Après, j'en viens peut-être au sujet, après votre exposé. 2 choses. D'abord, sur la loi spéciale, évidemment qu'elle garantit la continuité de l'État. Ça sera un scoop pour personne. On l'a déjà voté l'autre fois. On votera la loi spéciale, par exemple. On peut être dans l'opposition et voter la loi spéciale. Mais c'est quand même un instrument d'orientation budgétaire. Attention. Et Madame la Ministre, je l'avais beaucoup écouté, comme à chaque fois, en novembre dernier, précisément le 12, elle nous a dit que les dépenses de fonctionnement, comme les dépenses d'investissement, avaient baissé de 5% de janvier à mars 2025. Donc, ce n'est pas seulement que continuité. Hein, si j'ai bien écouté. Donc, il faut tout dire. Voilà. 3e chose, c'est une proposition. Moi, je vais vous dire, la CMP, vous l'avez convoquée, le gouvernement. Ce n'était pas une obligation constitutionnelle. Par exemple, moi, je n'y ai pas assisté parce que je savais très bien qu'il n'y avait pas de compromis à l'ordre du jour. C'était pour retarder artificiellement un débat parlementaire et, excusez-moi de la formule, mais renvoyer la patate chaude aux députés et aux sénateurs. Bon, c'est un artifice légal. Vous l'avez fait. Bon, moi, je vous fais une proposition. On ne peut pas recommencer avec le budget de la majorité sénatoriale, ce qui n'est pas le budget du Sénat. On est bien d'accord. Mais c'est quand même le budget du Sénat à la fin, porté par la majorité sénatoriale. 12,9 milliards de recettes en moins. Ça, c'est le résultat d'un vote légitime, légal, de la majorité sénatoriale. Donc moi, je vous fais une proposition, je vais vous débloquer. Décider d'une loi ordinaire sur les recettes dès début janvier. Et là, on va réorganiser le débat politique. Est-ce que c'est votre intention? Plutôt que 49.3, ordonnance ou autre disposition. Voilà, ça, c'est une proposition concrète. On commence par une loi ordinaire sur les recettes. Merci Pascal. Alors, je vous propose qu'on s'en tienne là pour l'instant, 9 questions. Madame la ministre, Monsieur le ministre, des réponses évidemment synthétiques. Nous avons à peu près le même nombre de questions après. On va faire vite. Bon, d'abord, il y a pas mal de questions qui se recoupent sur, entre guillemets, le coût de la loi spéciale. Évidemment, la réponse brève mais juste, c'est ça dépend. C'est-à-dire ça dépend évidemment de combien de temps ça dure. Et ça dépend de l'impact de la loi spéciale sur les incertitudes que je mentionnais tout à l'heure, la croissance, le niveau des taux d'intérêt et le déficit public. Donc, on va vous donner quelques éléments qui permettent d'illustrer, je dirais, le champ des possibles. Mais autant, après les faits, on est capable de faire des estimations, et ma collègue en avait donné il y a, je pense, quelques mois, et pourra les repréciser, sur le coût a posteriori de l'incertitude qui a prévalu il y a 1 an. Mais on sait bien qu'il y a 1 an, il y avait à la fois une loi spéciale et un gouvernement qui était tombé. Pour l'instant, on a la première, on n'a pas la seconde. Donc, ce n'est pas la même incertitude, évidemment, qui prévaut, mais il faut l'avoir en tête, et notamment quand on parlera des manières d'adopter un budget, ben, le 49.3, évidemment, par nature, introduit une incertitude sur la pérennité ou non du gouvernement, et ça doit faire partie des choses que vous intégrez, j'imagine, dans vos questions et qu'on peut intégrer dans nos réponses. Si on ne faisait rien du tout, si on laissait l'économie française couler en 2026 sur la base de 2025, sans aucune mesure de limitation des dépenses, sans aucun impôt nouveau, ce qu'on appelle la version tendancielle du déficit, on serait aux alentours de 6%. C'est les calculs qu'on fait, c'est aussi les calculs que font un certain nombre d'institutions qui regardent les choses et qui expliquent évidemment qu'avoir un budget, ça permet de limiter tout ça, sans forcément que ce soit des débats très forts qu'on a sur tel ou tel amendement, mais la limitation de la hausse tendancielle des dépenses, elle fait partie des politiques publiques qui sont implicites à un budget et qui permettent de limiter, je dirais, cette dérive tendancielle.
Évidemment, là, on a voté un PLFSS. Et qui, même si certains penseront sans doute que ce n'est pas assez, introduit un ralentissement assez net des dépenses sociales. Donc on ne serait sans doute pas à 6 si on n'avait pas de budget, puisqu'on en a un du côté de la sécurité sociale. À l'inverse, on aurait, je dirais, grâce à la loi spéciale, si je peux m'exprimer ainsi, un certain nombre de dépenses qui ne seraient pas dépensées, puisque ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un gel de dépenses qui s'applique à des investissements et un certain nombre de dépenses de fonctionnement qui font baisser ça. Mais on entre, j'allais dire, dans l'année 2026 avec un déficit qui est de 5,4% aujourd'hui. C'est le déficit qu'on aura en fin d'année. Et on se retrouverait sans doute dans un cas très théorique, je le précise, vraiment, je le rappelle, parce que c'est vraiment pas souhaitable pour plein de raisons, dans lequel on aurait une loi spéciale qui aurait jusqu'au terme de l'année un déficit public compris sans doute entre 5,5 et 6. Donc, à la fois des dépenses importantes gelées, dépenses d'investissement, des dépenses de fonctionnement qui, sur l'ensemble de l'année, auraient tendance à poursuivre leur tendance, des impôts qui seraient évidemment gelés, et au total, on aurait, j'allais dire, ni le beurre ni l'argent du beurre, on aurait des dépenses d'investissement qu'on ne pourrait pas faire, et un déficit qui ne serait pas réduit. Donc, évidemment, je mets en garde contre ce type d'évolution. En ce qui concerne, Madame Lavarde, la question de votre collègue, vous dire qu'effectivement, il a bien mesuré, mais mal comparé. Les taux sont effectivement à la hausse depuis une semaine ou deux. C'est un mouvement global. Ce qu'on appelle les spreads, les écarts entre la France et l'Allemagne n'ont pas bougé. Donc, sur la semaine dernière, les taux allemands ont monté de 6 points de base, les taux français pareil. Sur un mois, les taux allemands ont monté de 22 points de base, les taux français de 18. Donc on est dans un mouvement général où effectivement la prime de risque est en train de monter. L'or est à son plus haut. On a aujourd'hui un risque de volatilité générale sur les marchés lié à plein de sujets que vous connaissez bien, risque géopolitique, volatilité sur la croissance, hausse des taux d'intérêt, effet de retour, tensions géopolitiques et commerciales. Et tout ça, ça ne crée pas un environnement très favorable. J'allais dire, c'est une raison de plus, effectivement, pour aller vite. On nous a demandé si on comptait aller très vite, c'est le sénateur Hugonet. Bien sûr qu'il faut qu'on aille vite. Bien sûr qu'il faut qu'on lève cette incertitude de plus. Parce que les autres incertitudes, merci, elles sont très présentes. Mais on ne peut pas dire que les événements de la semaine dernière aient eu un impact spécifique sur la signature française. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne n'a pas bougé. En fait, il n'a pas bougé depuis maintenant plusieurs semaines. Voilà. Sur le processus et les méthodes, ce qu'a rappelé le président de la République hier, évidemment, c'est une évidence que vous connaissez toutes. Il y a 3 manières de faire adopter un budget. Le vote, le 49.3 et les ordonnances. Ça a été dit par certains d'entre vous, mais un 49.3 sans texte d'accord, ce n'est pas un 49.3 qui donne un budget. C'est un 49.3 qui donne ni un budget, ni un gouvernement. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de converger sur un texte, et ça a été dit par M. Blanc, qui n'est ni celui de la majorité sénatoriale, ni celui de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'on puisse parler de majorité à l'Assemblée nationale, mais de groupes qui sont prêts à travailler ensemble. Et si on n'arrive pas à faire converger, quelle que soit la méthode, on n'aura pas de budget. Donc il faut qu'on arrive à faire converger. Et c'est pour moi l'essentiel des travaux qui doivent nous occuper dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et on n'envoie personne au plot, monsieur le rapporteur général. Je sais pas. J'ai juste entendu la fin de votre phrase, mais on essaye de répondre à vos questions. Madame la ministre, je vous laisse compléter. Merci, Monsieur le Président. Quelques réponses sur les éléments qui ont été rappelés. Bon, les économies qui sont citées, je vous le dis très franchement, c'est juste la différence entre le périmètre des dépenses de l'État 2025, le périmètre des dépenses de l'État 2026. C'est la défense qui augmente de 6,7 milliards, les ministères autres qui baissent de 1,5, le net ça fait 5 milliards. Et effectivement, si les services votés s'appliquent toute l'année, vous avez un effet mécanique, c'est que vous dites, oui, on va dépenser 5 milliards de moins sur l'État. Ça veut dire que vous avez 0 € de plus pour la défense, pas 600 millions d'euros pour le ministère de l'Intérieur, pas 200 millions d'euros de plus pour le ministère de la Justice. Bon, oui, c'est mécanique. Si on pousse le trait plus loin, en fait, la suspension des dépenses discrétionnaires et des dépenses d'intervention, au total, c'est à peu près 50 milliards d'euros qui sont en jeu. Quasiment 2 points de PIB. Bon, évidemment, si on suspend et qu'ensuite on annule toutes ces dépenses, ça fait 2 points de PIB de moins dans l'économie.
Ça vous fait donc une récession d'à peu près 2%. Quand vous avez une récession d'à peu près 2%, l'effet mécanique, c'est à peu près 1% sur le déficit. Donc globalement, quand on vous dit qu'on est entre 5,5 et 6, c'est l'effet mécanique de ce qui se passerait si ces dépenses ne sont jamais activables et que ces 50 milliards qu'on suspend sont effectivement annulés. Donc on peut le prendre par tous les bouts. Une loi spéciale qui s'applique toute une année, c'est une catastrophe. Et parce que la dépense que vous dégagez n'est pas celle que vous avez choisie, et c'est une catastrophe économique, parce que je vous le rappelle, et c'est un élément qu'il faut tous avoir en tête, 60% du budget de l'État, ce sont des transferts. Des transferts aux ménages, aux entreprises, aux collectivités et à la sécurité sociale. Donc, tant qu'on n'a pas intégré ça, effectivement, on a l'idée que ce qui est en jeu, ce sont des fonctionnaires et de la dépense du train de vie de l'État. Ce n'est pas le cas. Première chose. Sur l'article 69, Madame la sénatrice, vous dire qu'effectivement, il y a un risque de contentieux qui est lié effectivement aux éléments qui ont pu amener à cette saisine du Conseil constitutionnel. Nous souhaitons évidemment clarifier dès que possible, donc dans le projet de loi de finances 2026, l'ensemble du cadre d'action. Mais effectivement, le contentieux porte sur à peu près 600 millions d'euros, donc pas sur les 2,5 milliards. Et je souhaite que là aussi, on avance le plus vite possible pour qu'on sécurise la base et juridique, mais surtout l'avenir. Monsieur Laménie, pour les budgets de fonctionnement des collectivités vont suivre ce qui avait été fait l'an dernier, c'est-à-dire que les prélèvements sur recettes tels qu'ils sont indiqués à l'article 2 seront versés dans les conditions de 2025. La DGF sera versée par 12e avant adoption de son montant définitif. Également, les avances de fiscalité, notamment la TVA, seront versées mensuellement dans l'attente d'une loi de finances. Pour ce qui est des ressources humaines, je vous l'ai dit, la circulaire du Premier ministre et la mienne dans les jours qui viennent préciseront le fait que les recrutements doivent se faire sur la stricte base des besoins, que les concours déjà ouverts, évidemment, se tiendront, mais que pour tous les nouveaux recrutements, il nous faut évidemment attendre la décision souveraine du Parlement sur les emplois et sur les crédits. Monsieur Canevet, sur le 2 tiers, 1 tiers et sur la manière d'appréhender les choses, en fait, c'est très bien, on parle maintenant en milliards d'euros. Mais nous sommes aussi un pays qui aura, on le croit l'année prochaine, 1% de croissance et 1,3% d'inflation. Donc nous avons 2,3% de croissance de notre PIB en valeur. Et ce qu'il faut, en fait, on le voit bien, c'est que nous réduisions la part de la dépense publique par rapport à notre PIB et que nous réduisions cette part de la dépense plus rapidement que la croissance elle-même. Et donc quand on compare le rythme de croissance prévu, les 15 milliards dont vous parlez de dépenses en plus, et donc en ratio, le Haut Conseil aux finances publiques, qui est quand même une institution auquel on peut faire confiance, puisque ce n'est pas nous, et on se met en toute transparence, on leur donne tous les chiffres, et ils calculent au fond les éléments. Le budget 2026 est construit avec 0,5 points de PIB d'effort en recettes et 0,8 points de PIB d'effort en dépenses. Et ça, c'est les éléments qui sont à comparer les milliards qui sont effectivement à la hausse, mais qu'il faut comparer la hausse des milliards avec la hausse de la croissance, la hausse des recettes et la hausse de l'économie. Et au fond, ce qu'il faut modérer, c'est notre ratio de dépenses par rapport au PIB et modérer notre ratio de recettes par rapport au PIB. C'est ces deux éléments-là qui nous donnent une idée de notre, au fond, métabolisme collectif. Pour y venir maintenant sur le PLFSS, vous avez cité. Le PLFSS du gouvernement initial, il y avait 2 chiffres, 2 encres. Enfin, 3. Sur les recettes, 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. À la sortie du PLFSS, il y a 4 milliards de recettes. Simplement, ce n'est pas les mêmes. On avait proposé des choses sur les apprentis, vous vous en souvenez, sur les tickets restaurants, etc. Le choix a été fait de voir les mêmes volumes de recettes, mais pas les mêmes. Notamment, on le sait, par une contribution financière pour l'autonomie d'un certain nombre de placements financiers. Sur les économies maintenant, nous avons, vous savez, des dépenses de retraite, de santé qui sont très dynamiques, liées notamment au vieillissement de la population. Nous voulions faire 7,6 milliards d'économies. Il en reste, aujourd'hui dans le PLFSS voté, 4,6 milliards. C'est plus que 4,3 milliards en 2025, c'est plus que 3,5 milliards en 2024 et plus que 1,7 milliard en 2023. 3 PLFSS adoptés par 49.3. Ce qui veut dire que le PLFSS voté comporte effectivement moins d'économies que ce que voulait le gouvernement, mais il en comporte plus que les 3 derniers PLFSS pourtant adoptés au 49.3. Et troisième chiffre, c'est les transferts. Nous devons, nous l'État, depuis très longtemps, 2,5 milliards à la sécurité sociale pour compenser les exonérations de charges sur les heures supplémentaires.
Et j'assume, avec le Premier ministre et tout le gouvernement, d'avoir dit cette année, on règle ce problème. Donc les transferts de 2,5 milliards, ils étaient prévus. Ensuite, il y a eu des grands débats à l'Assemblée, au Sénat, sur tous les bancs. Et Madame la rapporteure générale du PLFSS, Madame Doineau, sur tous les débats du PLFSS, sur la manière dont nous compensions effectivement la conséquence des allègements généraux de charges pour la sécurité sociale. Le Sénat, vous m'avez demandé, c'est inclus dans le vote de votre PLFSS, vous avez même voté ça en commission des affaires sociales, que l'État compense 3 milliards d'euros de plus par sa clé de TVA à la sécurité sociale, au titre des allègements généraux, en plus des 2,5 milliards au titre des heures supplémentaires. À l'Assemblée, ce qui a été retenu, ce n'est pas 3 milliards, c'est 2 milliards. Donc si je résume, l'encre recette, c'était 4 milliards, c'est 4 milliards. L'encre économie, c'était 7 milliards et quelques. On est revenu à 4,5, 4,6, c'est plus que les 3 années précédentes. Les sujets transferts, on avait acté collectivement 2,5 milliards pour les heures supplémentaires. Le Sénat demandait 3 milliards de plus au titre des allègements généraux. L'Assemblée a voté 2 milliards. Donc ça fait au total 4,5 milliards de transferts, effectivement. Je pense qu'il faut, vous voyez, sur ces sujets-là, je suis désolé de prendre un tout petit peu de temps, Monsieur le Président, mais qu'on pose des faits. Et ensuite, effectivement, les décisions s'enchaînent. C'est la succession budgétaire. Mais je pense que sur le PLFSS, ce n'est pas le projet initial du gouvernement. Mais moi, je vous dis que ce projet, il a un mérite. C'est que l'absence de PLFSS, c'était 30 milliards de déficit. Le PLFSS qu'on a aujourd'hui, c'est 19 milliards de déficit à financer par la sécurité sociale. Et même en excluant les transferts, on est à 24. C'est-à-dire qu'on est 6 milliards en dessous de ce qui serait passé si nous n'avions pas eu de PLFSS. Donc c'est pour ça qu'on peut, je pense, être clair sur le sujet. J'accélère un peu sur les autres questions, Monsieur le Président. J'imagine que vous allez m'y inviter. Monsieur Pacaud, si je faisais une métaphore en cette veille de Noël, vous parlez du bon Dieu. Moi, je crois en ayant lu quelques textes, on dit généralement que pour que l'Esprit Saint s'applique, il lui faut des disciples. Et donc, je pense que pour que nous arrivions à avoir un budget, eh bien, il nous faut, monsieur le sénateur, faire œuvre collective. Ce budget ne va pas tomber du ciel. Personne n'en a la vérité divine. Il ne va pas s'imposer à nous parce que quelqu'un aurait la vérité révélée et trouvera le point d'équilibre. Si nous n'avons pas une action collective, des parlementaires, des sénateurs, des députés, le gouvernement évidemment ayant son rôle à jouer, mais ce n'est pas nous qui votons le budget, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et je faisais cette petite boutade, je pense, utile à rappeler que chacun ici a un rôle à jouer. Et je pense que c'est sain, ça s'appelle la démocratie. Sur des questions qui m'ont ensuite été posées sur le 49.3 et les modalités d'adoption. Roland Lescure est revenu. Le sujet, ce n'est pas le 49.3. Le sujet, c'est sur quel texte. Quand Michel Barnier met un PLFSS qui n'est pas un PLFSS de compromis au 49.3 à l'Assemblée, à la fin, vous n'avez ni PLFSS ni gouvernement. Vous n'avez donc rien résolu. Et ce que vous dites au creux, et ça fait le lien avec Grégory Blanc, au fond, comment on évite effectivement de se trouver dans la pire des situations qui me semblerait d'avoir pas de texte et même pas de gouvernement pour ensuite même conduire ou reproposer un texte. Il y a quand même eu 50 mesures adoptées dans les mêmes termes entre l'Assemblée et le Sénat. Je trouve que c'est déjà un bon point de départ. Dans les mêmes termes. Pardon, Madame la Ministre, mais l'Assemblée n'a rien adopté. Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur général, effectivement, elle n'a pas adopté formellement, mais les débats ont eu lieu, ce qui veut dire que sur ces 50 sujets, il y avait une majorité à l'Assemblée et il y avait une majorité au Sénat dans les deux cas. C'est intéressant quand même de regarder les amendements qui ont été votés dans les mêmes termes. Ils disent des choses au gouvernement. Ils disent qu'il y a des mesures qui, manifestement, n'ont pas du tout de majorité. L'article 7, pour les Outre-mer, n'a pas de majorité. L'article 25, pour la franchise de TVA, n'a pas de majorité. Il dit aussi que sur la taxe holding, le message a été envoyé par les deux assemblées, la proposition initiale du gouvernement, manifestement, n'a pas de majorité. Et il nous semble intéressant quand même de constater, monsieur le sénateur Blanc, qu'on a quand même un point de départ. On n'est pas complètement, et heureusement, dans deux visions antagonistes. Ensuite, oui, je peux vous confirmer, monsieur le sénateur, que l'œuvre des députés sur les 4 taxes non conformes au droit constitutionnel et au droit européen ne pourront pas être reprises. Les 34 milliards d'euros d'impôts que je ne sais même pas moi-même appliquer, au vu du droit, ne pourront pas être reprises. Enfin, vous dites qu'il ne faudrait pas que tout ça se fasse au détriment de la transition écologique. Je suis bien d'accord avec vous. Mais décarbonation et MaPrimeRénov', le gouvernement n'a qu'une ambition, c'est de poursuivre. Ce qui va mettre en pause les dépenses, c'est la loi spéciale. Il n'y a pas nulle part écrit qu'on voulait couper, sabrer MaPrimeRénov' ou la décarbonation. Au contraire.
Sur France 2030, je vous ai parlé de l'ajustement de la trésorerie. C'est un peu différent, vous voyez, de sabrer dans les programmes, mais simplement qu'on peut se dire qu'entre mener les programmes et créer des réserves de 5 milliards d'euros de trésorerie qui auraient été ce qui serait passé dans les opérateurs à la fin de l'année 2025, on a quand même la marge pour placer les curseurs correctement. Monsieur le sénateur Savoldelli, est-ce qu'on fait une loi ordinaire sur les recettes début janvier 2026 ? C'était la proposition de M. de Courson et M. Coquerel l'année dernière. Elle a été exclue l'an dernier, je vous le dis, parce que si toutes les mesures, entre guillemets, bénéfiques au pays, ou qui amoindrissent, en fait, les recettes de l'État sont votées, et qu'ensuite vous laissez les deux ministres que nous sommes avoir à gérer des dépenses qui, elles, ne bougent pas, ça fait juste plus de déficit. Donc, c'était ça le projet de M. de Courson et M. Coquerel l'an dernier, c'était de faire que toutes les baisses d'impôts soient votées, et qu'après on laisse le gouvernement se débrouiller avec les dépenses. Je sens que c'est quand même une vision dangereuse. Je finirai, je crois, en disant en un mot sur le DILICO et sur les collectivités, puisque c'était une question qui a été posée sur les chiffrages. Alors, on a eu le débat hier avec monsieur le rapporteur général. En fait, on ne compte pas exactement pareil. Moi, je compare par rapport au texte initial. Si je reprends les éléments, il y avait 4,2 milliards d'efforts demandés dans le texte initial. Par vos votes, vous avez réduit l'effort de dépenses de 1,7 milliard en retirant 500 millions d'euros d'efforts sur le VLEI, PSR VLEI, et en retirant 1,1 milliard d'efforts sur le DILICO. Donc moins 1,7 d'efforts. Et en revanche, et c'est là qu'on a une divergence, c'est que c'est souvent, peut-être, je ne sais pas si c'est oublié, mais en tout cas, ce n'est pas compté comme nous le comptons. Nous regardons les ressources supplémentaires que le budget octroie aux collectivités au titre des différents votes intervenus. 300 millions d'euros de plus pour le fonds de sauvegarde, 300 millions d'euros de plus au titre de la TSCA, 300 millions de plus au titre des calculs que nous estimons pouvoir faire à partir des votes sur la carte grise, 215 millions de plus pour les IFSI, pour les formations infirmières, pour les régions, 300 millions de plus pour la compensation de la formation professionnelle pour les régions, et 300 millions de plus en compensation de la taxe d'aménagement. Et donc, quand on fait tout ce total, on est entre 1,5 et 2 milliards. Donc, si le Sénat réduit l'effort de dépenses de 1,7 milliard, augmente les recettes des collectivités d'à peu près 2 milliards. La somme des deux, c'est 3,5 milliards, du coup, de plus pour les collectivités que ce que nous estimions. Il y avait un effort à 4,2, moins 3,5, on arrive à 600 ou 700 millions d'euros. J'entends monsieur le rapporteur général me dire qu'il va nous éclater. Je dois dire, monsieur le rapporteur général, que je trouve que ce mot est un peu désobligeant. On peut avoir, monsieur le sénateur et monsieur le rapporteur général, tous les désaccords de fond, et vous savez que ma méthode est d'être la plus transparente possible. On peut considérer que les transferts aux régions, IFSI, formation professionnelle, fonds de sauvegarde sont des engagements du gouvernement, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on doit pouvoir garder un minimum de courtoisie, avoir des désaccords sur comment on compte, pas de problème. Avoir des mots qui, à mon avis, excèdent votre pensée, ce serait dommage. Avec l'autorisation du président, d'abord, Madame la Ministre, j'ai donné une partie que vous n'avez pas entendue avant, puisque vous permettez de citer ce que j'ai effectivement dit. J'ai dit, dans ce cas-là, on va mettre la CNRACL, qu'on a volontairement et toujours exclue. Et permettez-moi de vous dire que dans les dépenses que vous évoquez, il y en a quand même un certain nombre qui résultent de promesses qui ont été faites depuis 2025 par le gouvernement et à l'époque par le Premier ministre. Donc moi, à un moment donné, je veux bien rester courtois et en général, je le suis. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, quand on entend de manière régulière, je dirais, des mises en cause sur des éléments objectifs et tangibles, eh bien, il y a un moment où la moutarde nous monte aussi, en tous les cas à moi, elle me monte aussi un peu au nez. Bien, merci. On va, si vous le voulez bien, poursuivre avec 9 questions supplémentaires. Florence Béatrice-Contat, Thomas Dossus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, donc je voudrais revenir sur les conséquences de la loi spéciale. Vous l'avez dit, ne pas dramatiser, mais limiter quand même les rigidités dans cette période de transition. Et je pense en particulier au décret qui fixera le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable, c'est-à-dire le plafond des ministères, et à la circulaire qui suivra. L'année dernière, la circulaire du
Premier ministre, prise après le décret, avait imposé au ministère de n'engager que 25%, et une circulaire très restrictive cette année, à plus de qui serait reconduite à l'identique, gèlerait plus de 70% des crédits et pourrait quand même avoir des conséquences relativement austéritaires sur notre économie, nos services publics. Et j'ai bien entendu, Madame la Ministre, que vous aviez indiqué tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des souplesses sur les dépenses. Vous avez évoqué les crédits d'impôt. Donc je pense quand même qu'il faut éviter les effets de bord de ce point de vue-là avec cette circulaire. Et je voudrais enfin revenir sur MaPrimeRénov' avec les propos quand même un peu provocateurs du ministre, pas de budget, pas de guichet. Je rappelle que l'année dernière, le dispositif était doté de 3,6 milliards d'euros. Si ma mémoire est bonne, la loi spéciale n'avait pas empêché l'exécutif de poursuivre cette politique. Les crédits avaient été réouverts par décret et MaPrimeRénov' n'avait pas été suspendu. Donc, moi, je pense que c'est quand même essentiel. Beaucoup de professeurs de droit public disent qu'elle doit être maintenue. Je crois que pour l'économie, pour nos entreprises, c'est quand même essentiel d'avoir une stabilité et de maintenir MaPrimeRénov'. Stabilité, visibilité. Je crois que dans l'examen des dépenses qui seront dotées au ministère, il est indispensable d'avoir cette vision. Merci Florence. Thomas Dossus, puis Vincent Capo-Canellas. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je vais commencer par trouver que nos collègues de droite se dédouanent assez facilement de la situation, que ce soit ici ou à l'Assemblée, parce qu'il y a certes une méthode, on va dire, erratique, mais elle est située politiquement. Ce gouvernement a été nommé parce qu'il disposait fictivement d'un socle commun de 210 députés. On voit bien que ce socle commun n'existe pas et que le résultat est lié aussi à cela. Ceci s'est ajouté une forme de dogmatisme de la majorité sénatoriale qui a privé le budget d'un certain nombre de recettes sans mettre en face les économies et donc aggravé la note finale qui a plongé évidemment ce budget dans une situation très compliquée pour la CMP. Et donc on se retrouve une nouvelle fois avec cette loi spéciale. Mais bon, contrairement à l'année dernière, on a un Premier ministre et un gouvernement qui n'est pas démissionnaire. Mais on se retrouve avec une forme de chèque en blanc parce qu'on va voter effectivement des articles, mais on n'a pas la vision sur le décret des crédits des services votés, pardon. Et donc on a quelque chose qui reste un peu en suspens. Et je rejoins Florence Blatrix-Contat, la LOLF prévoit une marge de manœuvre pour le gouvernement qui peut émettre tout ce qui juge indispensable pour l'exécution des services publics. Donc personne ne souhaite rester au régime des régimes votés, mais en faire un outil de contrainte sur le débat budgétaire, ce n'est pas non plus une bonne politique, puisque la méthode du couteau sous la gorge n'est pas un gage de stabilité. Et donc je vais reposer la question de mon collègue Grégory Blanc. Où vont peser les recettes escomptées dans le budget pour l'année prochaine? Est-ce que ça sera sur les classes moyennes ou est-ce que ça sera sur ceux qui ont le plus profité de la politique de cadeaux fiscaux des dernières années? Merci Thomas. Vincent Capo-Canellas, puis Dominique Delège. Merci Monsieur le Président. Merci Madame et Monsieur les ministres des éléments que vous avez déjà évoqués, qui sont utiles. On est le 23 décembre, il y a un peu d'esprit de Noël. Mais je voudrais quand même pas que derrière les points d'accord, on oublie les malentendus ou les faux-semblants. Ou en tout cas, qu'on tombe dans des faux-semblants. Bon. Alors, sur les points d'accord, la loi spéciale, on est d'accord, c'est un outil utile, nécessaire, indispensable, qui a des limites, vous les avez rappelées. Je rejoins ce qu'a dit il y a quelques instants Florence Blatrix-Contat sur notamment MaPrimeRénov'. Enfin voilà, on a quand même un certain nombre de soucis de continuité dans des politiques qui sont effectivement attendues et qui sont nécessaires. On a quand même l'inquiétude du barème aussi. Ça nous renvoie à la notion de délai pour l'adoption d'un PLF, mais enfin, en tout cas d'une loi de finances. Et on a le souci de rendement. On est conscient de tout ça, donc on est plutôt dans un esprit de responsabilité. Et le Sénat a toujours été, je crois, dans une recherche d'esprit de responsabilité, de trouver des compromis. Maintenant, il y a un paradoxe quand même et une différence. C'est qu'autant on partage l'idée qu'il faut une loi de finances et qu'il y a des accords à trouver, autant on est en désaccord sur la méthode, parce que tant qu'on n'a pas idée d'un point d'atterrissage global, on aura quand même du mal.
Okay, et vous ne pouvez pas prendre que ce qui vous arrange dans les votes des assemblées et imputer ce qui vous dérange. Ça, c'est irritant. Okay, il y a un côté lunaire. Monsieur le ministre, vous avez employé il n'y a pas longtemps un adjectif au Sénat en disant que c'était inacceptable. Bon. Et nous, ce qui est inacceptable, c'est de nous imputer les votes de l'autre Assemblée, ou en tout cas prendre dans le PLFSS du Sénat ce qui vous arrange, comme Madame la ministre l'a fait il y a quelques instants, et pas le reste, pas le global, parce que le PLFSS sorti du Sénat n'avait aucune allure commune avec celui qui est sorti de l'Assemblée et que vous avez soutenu. Donc voilà, bon. Donc il faut quand même qu'on arrive à clarifier ce point-là, parce que sinon ça va être la journée des dupes là ici. Voilà, nous, si c'est 10 milliards de plus de recettes, on aura du mal. Voilà. Et donc ça, il faut quand même le poser à un moment ou l'autre. Je vais arrêter là-dessus. Mais voilà, si c'est une démarche de vérité où chacun se respecte, ça peut aller. Et si par contre, on est dans un jeu où il s'agit uniquement de se défausser sur le Sénat, ça ne marchera pas. Merci Vincent. Dominique Delège, Marie-Claire Carrère-Gé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. J'ai écouté attentivement vos propos liminaires. Il y a deux mots qui sont revenus régulièrement dans vos propos, celui de responsabilité et puis celui de concession et de compromis. Sur la responsabilité, je m'inscris pleinement dans la continuité des propos d'Olivier Paccaud tout à l'heure. On a le dogme, nous proposons, vous débattez et vous votez. Notre responsabilité, elle est claire, elle est dans le vote. Je cherche la responsabilité du gouvernement dans la procédure. À partir du moment où vous refusez l'utilisation du 49.3, qui est l'outil par définition de la responsabilité du gouvernement, comment pouvez-vous dire que le gouvernement prend ses responsabilités? Et donc ma première question est de savoir comment vous entendez prendre vos responsabilités dans la poursuite du débat budgétaire. Sur les concessions et les compromis, on a bien vu que vous aviez fait une concession, puisqu'un compromis d'ailleurs, à l'encontre, ou à l'endroit plutôt, de nos collègues de gauche, pourquoi pas. Mais je cherche les concessions que vous avez faites au Sénat et les concessions que vous avez faites à la droite, je les attends toujours. Merci Dominique. Marie-Claire Carrère-Gé, Thierry Cozic. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous me pardonnerez, Monsieur le Ministre, ce pas de côté, mais puisque vous êtes là et puisque pendant nos intéressants débats budgétaires, la vie continue, la presse se fait l'écho ce matin d'un possible rachat d'un de nos fleurons industriels qui est très important pour notre stratégie décarbonation, électrification des usages, le groupe Atlantique, qui pourrait passer sous contrôle américano-nippon. Il me semble que ce secteur relève à plein des secteurs listés par l'arrêté du 31 décembre 19 et du Code monétaire et financier qui prévoit que ces rachats sont soumis à autorisation de l'État. J'ai vu que le ministère de l'économie a dit que, comme habituellement, vous suivez attentivement, à plein, etc. Mais est-ce que vous pouvez aller faire un pas plus loin et considérez-vous que ce type de technologie et d'entreprise, de fleuron industriel, doit rester français ou européen? C'est mon premier point. Enfin, juste un petit mot pour Madame de Montchalin, qui aime beaucoup être précise et factuelle. Vous avez dit tout à l'heure que si Michel Barnier est tombé, c'est parce que le PLFSS et les textes budgétaires n'étaient pas des textes de consensus. Juste factuellement, le Parti socialiste avait annoncé dès de la nomination de Michel Barnier qu'il censurerait ce dernier parce qu'il présentait le défaut de ne pas être de gauche. Et nous avons... non, mais ça arrive, hein, on peut se tromper pour une fois, et puis ensuite, voilà. Mais ensuite, il y a eu beaucoup d'efforts dans ces textes pour les rendre consensuels, comme vous avez dit. Et la meilleure preuve, c'est que les textes qui ont été votés au printemps ressemblaient quand même aux éléments, aux marges politiques près au texte présenté à l'automne. Voilà, c'était juste factuel et aucun... merci. Merci Marie-Claire. Thierry Cozic, Rémi Ferroux. Merci Monsieur le Président. Le débat va avoir lieu en fin d'après-midi et on aura l'occasion de revenir quand même sur la loi spéciale, simplement quand elle traduit l'incapacité des gouvernements à faire adopter un PLF dans les délais impartis. PLF conforme aux exigences
démocratique et sociale du pays. J'ai deux questions. Pouvez-vous nous garantir que la loi spéciale ne servira pas à contourner le débat parlementaire ni à prolonger des choix budgétaires injustes, notamment en matière de pouvoir d'achat, de services publics et de fiscalité? Et sur un point plus spécifique sur le service public et les collectivités, les collectivités territoriales, elles sont déjà particulièrement sous forte tension. Et comment le gouvernement entend-il garantir, dans le cadre de la loi spéciale, la continuité et le financement effectif des missions essentielles que peuvent être, vous avez évoqué les 12e pour les collectivités territoriales, mais le financement de l'hôpital ou de l'éducation? Merci Thierry. Rémi Serrault, Laurent Saumon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. On a parlé des politiques publiques qui, soit les motifs sont juridiques, soit ils sont aussi politiques, comme MaPrimeRénov', sont suspendus par la simple loi spéciale et nécessitent un vrai budget. Moi, j'avais une question par rapport à éventuellement certains secteurs d'activité économique qui devraient suspendre leur activité. Je pense à l'année dernière, il y avait par exemple eu les clubs de jeux parisiens qui avaient dû cesser leur activité faute d'une disposition législative, faire du chômage partiel, etc. Cette année, on a voté un amendement qui pérennise, mais de toute façon, je crois que c'est jusqu'à la fin 2027. Donc, il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui seraient obligés de mettre la clé sous la porte, faute d'un budget, vu la loi spéciale? Est-ce que vous en avez connaissance? Voilà, c'est une question précise, mais qui, je crois, être importante aussi. Merci Rémi. Laurent Saumon, Jean-François Rapin. Oui, mais merci à Monsieur le Ministre, à Madame la Ministre. Quelques remarques, mais ça va être un peu dans le même sens que mes voisins. Bien sûr, on peut peut-être se réjouir d'un PLFSS, mais à quel prix? C'est quand même, in fine, 7 milliards de plus sur le budget général pour équilibrer. Et comment ne pas s'étonner, alors que l'on veut réduire la dette, et le gouvernement en était le premier favorable, en décidant d'une part d'augmenter les dépenses, ne serait-ce qu'avec la suspension de la réforme des retraites, dont on savait naturellement qu'elle aurait un coût. Deux, d'avoir pendant de nombreuses années favorisé la création d'entreprises en diminuant les charges, notamment avec la baisse fiscale sur l'IS, et de voir combien cette baisse a permis, je dirais, d'augmenter les recettes fiscales, et de vouloir proroger la surimposition dont vous pourriez peut-être d'ailleurs nous donner le rendement pour l'année 2025, puisqu'il était attendu 8 milliards d'euros, et on aimerait savoir un petit peu combien ça a pu rapporter. Donc, on voit bien que la méthode est à améliorer parce que, comme l'ont dit mes voisins, il y a une vision à avoir et une permanence des trajectoires à tenir, donc fixer un cap et d'avoir un capitaine. Sur le régime de la loi spéciale, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse plus aujourd'hui, si vous avez dit tout à l'heure qu'aucune loi ni aucun règlement ne prévoit automatiquement l'attribution des aides du plan France 2030, dans quelles conditions est-ce que pendant l'application de cette loi spéciale, des aides nouvelles du plan France 2030 pourront être attribuées? Merci Laurent. Jean-François Rapin. Merci Monsieur le Président. Je double la question de Laurent Saumon sur la question du rendement de la surtaxe IS que vous annoncez à 8 milliards pour 2025. Néanmoins, les grandes entreprises ne semblent pas calées sur ce chiffre, pensant qu'il est plus important. Donc voilà, simplement une précision pour préparer les travaux budgétaires à venir. Deuxième chose, c'est la première fois que j'entendais parler de l'or, Monsieur le Ministre, vous l'avez évoqué. Pouvez-vous me confirmer que le stock d'or de la France, depuis le 1er janvier 2025, a pris 80 milliards d'euros de plus-value? Parce que ce sont les comptes que j'ai faits avec les divers points, et on serait à 80 milliards d'euros de plus-value depuis le 1er janvier 2025. Alors simplement, je ne dis pas qu'il faut vendre les bijoux de famille, bien sûr, mais quel impact ça a sur notre budget et nos finances publiques? Merci. Merci. Merci Jean-François. Monsieur le ministre, Madame la ministre, comme vous souhaitez. Non mais, quelques mots. Effectivement, l'or s'est presque doublé dans son cours sur l'année. Donc évidemment, ça... près de 100% en fait même. Enfin, on a vraiment quasiment doublé. L'argent, c'est x3. Donc évidemment, ça valorise mécaniquement les réserves. Ça n'a évidemment, vous le savez, aucun impact sur le déficit.
Ça a un impact sur la valorisation de l'actif, mais pas sur le passif. Alors, si vous voulez vendre les réserves de l'or de la Banque de France, moi, je ne le suggère pas. Mais le problème de l'or, vous le savez, c'est à la fois beaucoup d'argent qui reflète beaucoup de risques. C'est-à-dire que quand les gens se jettent sur l'or, vous le savez, c'est parce que la prime de risque est en train d'augmenter un peu. Je n'ai pas besoin de vous décrire le monde dans lequel on est pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, le monde est risqué géopolitiquement, commercialement, économiquement, financièrement, avec des marchés boursiers qui sont très hauts et très concentrés dans l'euro, notamment aux États-Unis, sur quelques grandes entreprises. Donc aujourd'hui, on fait face à des risques. Et moi, je me garderais bien, même si j'ai travaillé sur les marchés financiers pendant plus de 20 ans, de vous prévoir le cours de l'or dans 6 mois. Et ceux qui vous disent qu'ils savent où il est, bonne chance. Enfin, mais il faut juste... ça reflète de la prudence qu'il faut qu'on ait tous. J'ai bien entendu des nouvelles questions sur le 49.3 et aussi des questions nouvelles, mais finalement pas si nouvelles que ça, sur est-ce qu'on ne pourrait pas bouger un peu la circulaire pour prioriser des dépenses. Vraiment, mais le 49.3, il y a un an, il était au nid de tous et de toutes. On ne pouvait pas sortir, à la fois dans la population, je pense que vous l'avez fait, sans se faire traiter de déni de démocratie généralisé, et au Parlement, en tout cas dans l'autre Parlement, je peux vous dire qu'on se faisait régulièrement insulter depuis 2 ans et demi. Pardon, l'autre branche du Parlement, monsieur le rapporteur général, décidément, rien ne vous échappe. L'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que c'était l'article le plus adoré de la famille. Et là, d'un seul coup, tout le monde nous le demande comme si c'était la formule magique pour résoudre nos problèmes. Mais non, on résoudra nos problèmes si on se met d'accord. Et ce qui est vrai, c'est que c'est difficile de se mettre d'accord. On l'a vu avec les uns les autres. Certains ont des priorités, tant on en a d'autres, sur les dépenses, sur les recettes, entre ici et l'Assemblée. Monsieur le sénateur, vous m'avez demandé quelles sont les concessions qu'on a faites à la droite, puis vous êtes repris en disant quelles sont les concessions qu'on a faites au Sénat. Il y a des concessions qu'on a faites à la droite à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait pu faire ici au Sénat. Donc il y a aujourd'hui des convictions et des visions du budget dont il faut reconnaître qu'elles diffèrent pas mal, et qu'il faut qu'on trouve dans les jours et dans les semaines qui viennent des manières de converger. 49.3 ou pas, c'est sur le fond qu'on va devoir travailler. Et quand on nous dit il suffit juste de changer un peu la circulaire pour, au fond, mettre en place des choses qui avaient été arrêtées l'année dernière, parce que je confirme bien que MaPrimeRénov' a été arrêtée pendant la loi spéciale, a pu être rétablie une fois que le projet de loi avait été voté, ben c'est au fond, là encore, nier le rôle du Parlement. Vous vous rendez compte que ce que vous nous dites, c'est on dépose un projet de loi de finances initiale, on fait durer les débats, on fait voter une loi spéciale, et ensuite, par une circulaire, on décide des guichets qu'on va réouvrir ou pas. Enfin, je pense qu'il y a la moitié de ceux qui sont face à nous, si on ouvre MaPrimeRénov', qui nous diront pourquoi MaPrimeRénov', et d'autres qui nous diront, si on ouvre je ne sais pas quoi d'autre, pourquoi je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, non, on est dans une loi spéciale qui nous contraint énormément. Et j'allais dire, il n'y a pas le choix. Le seul choix qu'on a, c'est de converger rapidement, et je suis sûr qu'on peut le faire. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions qui me concernaient, donc je ne serai pas plus long. Ah oui, pardon, si, juste, je vais le faire rapidement, mais c'est important. Atlantique. On a aujourd'hui un certain nombre d'opérations potentielles qui concernent des entreprises françaises, Atlantique, Grand Frais et quelques autres. Moi, j'ai toujours la même approche. Je ne suis pas fermé à des investissements étrangers en France, et je pense que c'est une approche à garder entre nous. La France n'est pas fermée à du capital étranger qui vient développer des entreprises françaises. De la même manière que les entreprises françaises ces dernières années ont fait des acquisitions à l'étranger qui les ont rendues plus puissantes. Mais évidemment, vous le savez, on a un processus d'investissement étranger en France sur lequel on est extrêmement vigilant. Vigilant à quoi? Pour une entreprise industrielle. L'empreinte industrielle. Parce que vous l'avez dit, c'était un des champions mondiaux des pompes à chaleur. Et on a aujourd'hui un investisseur américano-japonais qui dit « je vais en faire un encore plus grand leader ». En tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse. On le regardera dans la procédure UF, qui est une procédure extrêmement sérieuse, en confortant l'empreinte industrielle, voire même le siège social qui est à La Roche-sur-Yon. Ça fait partie des choses qu'on va regarder en détail. Donc, pas fermé aux investissements étrangers, mais très vigilant sur le fait de savoir si ces investissements en question vont bénéficier à l'économie française, à l'emploi français, au développement de nos territoires. Et là, j'ai tendance à dire « welcome ». Si ce n'est pas le cas, US go home. Voilà.
Merci, monsieur le ministre. Madame la ministre, il vous reste exactement 13 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Alors, merci beaucoup. Plusieurs questions. Madame la sénatrice, c'est pas tellement qu'il y ait de la souplesse sur les crédits d'impôt et de la rigidité sur les dépenses. C'est simplement que sur les dépenses, on est contraint par la consimilité au sens de y a-t-il un règlement ou une loi qui nous demande de verser les crédits, ou s'il n'y en a pas, pour que nous restions dans l'enveloppe 2025, au fond, il faut qu'on suspende tout ce qui est discrétionnaire à défaut d'avoir un budget. Ça, c'est la partie dépenses. Sur la partie des crédits d'impôt, quand, à nouveau, je lis, même si on ne peut pas considérer qu'il y a de vote conforme, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, mais qu'il y a quand même des votes dans les mêmes termes d'un certain nombre d'amendements, je considère, pour quand même accélérer la formation du compromis, je reprends l'idée du crédit d'impôt bio. Bon, si les deux chambres, sur cet amendement, ont voté dans les mêmes termes la prolongation, il est utile que je prenne sous l'autorité du Premier ministre le texte qui dit que les dépenses engagées avant la promulgation du PLF, qui normalement, il serait logique, intègre cette disposition, puissent entrer en compte. Et donc, monsieur le sénateur, au fond, c'est moins des secteurs qui vont être arrêtés que des secteurs qui vont être dans l'incertitude. Certains, parce que c'est dépendant d'un crédit d'impôt qui doit être prolongé, on doit pouvoir dire, bon, manifestement, c'est la volonté des deux assemblées. Quand je l'intuite, elle pourrait être finalement pas confirmée. Mais d'avoir cette espèce de moment un peu de transition. Et puis, il y a des secteurs qui, sur la décarbonation, qui dépendent d'aide à l'investissement et qui, là, en fait, vont devoir attendre. Et c'est là qu'il y a un impact négatif sur l'économie. Deuxième élément sur MaPrimeRénov'. Je le redis, c'est très important qu'on ne confonde pas les sujets. Il y a des dossiers, il y a 80 000 dossiers aujourd'hui à examiner. Les dossiers vont continuer à être examinés. Tous les engagements qui ont déjà été pris, donc tous les dossiers qu'on a confirmé qu'on allait verser, les paiements auront lieu. Personne ne va attendre son chèque MaPrimeRénov' si l'ANA a déjà confirmé aux ménages qu'ils seraient payés. En revanche, pour les dossiers en attente, ils vont être examinés, mais on ne pourra engager, donc dire aux personnes et aux familles qu'ils auront effectivement accès à l'argent public qu'ils demandent qu'une fois qu'on aura les crédits en crédit de paiement en face de ces engagements. Sinon, vous imaginez bien, ça veut dire que j'engagerai de l'argent, au fond, qui n'existe pas, qui n'a pas été voté. Donc, je le redis, les ménages qui ont reçu une notification « MaPrimeRénov' va vous être versé », ceux-là recevront l'argent. C'est la même chose pour les PME, vous voyez, de la défense. Tous les engagements pris, ceux-là, ils seront versés. Ce qui n'a pas déjà été engagé doit attendre d'avoir un projet de loi de finances. Monsieur le sénateur Dossus, moi, je ne vois pas la loi spéciale comme, vous voyez, un caprice d'un gouvernement qui se dirait « Tiens, je vais mettre un peu de contrainte, le couteau sous la gorge » ou je ne sais quoi. En fait, c'est un outil anti-défaut. Si on n'a pas de loi spéciale, avec toutes les conséquences que notre régime de loi spéciale au titre de la LOLF impose, et je le dis d'ailleurs, ce n'est pas du tout le même régime que l'Espagne, que les Pays-Bas, que la Belgique, qui ont aussi des formes de loi spéciale qui ne sont pas la nôtre. Mais s'il n'y a pas de loi spéciale, en fait, on fait défaut. On ne peut plus lever l'impôt, on ne paye pas nos créanciers. Donc, ce n'est pas moi qui mets le couteau sous la gorge ou comme contrainte. C'est quand même la réalité et financière et budgétaire. Gérer son pays avec les seuls 3 articles qu'on a là, on voit bien que c'est quand même pas satisfaisant et que c'est quand même ça qui met de la pression. C'est pas nous qui la mettons, c'est la réalité qui la met. Pour ce qui est des recettes, bon, notre gouvernement a proposé une partie 1 avec une taxe sur les holdings, avec la prolongation de la contribution différentielle sur le revenu, avec une surtaxe à l'impôt sur les sociétés à 4 milliards. Ça, c'est notre proposition. Donc on me dit, où vont être les recettes? Moi, je peux vous dire, la proposition du gouvernement, c'était la partie 1 que vous connaissez. Ensuite, il y a des votes. Et ensuite, je comprends bien que vous dites qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Mais sauf à supprimer les assemblées et le Parlement, je ne peux pas décider pour vous ce qui doit être les recettes. Et je ne peux pas décider ce que sera, in fine, la copie sur laquelle s'accordera une assemblée fragmentée politiquement et dont le but, Madame Keller-Hergé, et je veux être clair, ce que je disais, c'est que juste le 49.3 ne donne pas automatiquement un budget. Et donc, si on se dit juste, qu'est-ce que veut le gouvernement? On met au 49.3 un texte, on n'est pas certain qu'à la fin, il n'y ait pas une censure. Vous voyez bien le sujet qui se pose. Pour continuer sur les questions qui m'ont été posées précises. Monsieur le sénateur Delège, je vous vois. Bon.
comment le gouvernement prend ses responsabilités? En essayant, au fond, d'accélérer la construction du compromis. Peut-être en essayant de préparer ce qui se passera en commission et en séance pour qu'il y ait des amendements qui se fassent compromis, qui puissent être votés. Si tout le monde arrive avec sa vérité, vous savez, à l'Assemblée, personne n'a la majorité. Donc si chacun des groupes a raison tout seul, si chacun vote contre tous les amendements des autres, à la fin, vous n'avez rien. Donc notre responsabilité, c'est de faire ce qu'on a fait hier avec le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, c'est de recevoir les groupes politiques et leur dire, bon, à quoi vous tenez? Bon, si vous y tenez, on va dire aux autres partis que vous y tenez. On va faciliter le travail ensemble pour que, contrairement à votre situation, vous avez une majorité sénatoriale qui s'organise, on l'a vu, très efficacement. En tout cas, c'est ce que vous faites et c'est normal, c'est votre... Bon, pas autant qu'on me le dit, mais c'est vrai qu'il y a eu, et j'observe que vous avez par ailleurs évidemment vous avez évidemment des libertés, il y a eu des moments où les différents groupes se positionnent, mais à l'Assemblée, je le dis juste très factuellement, le gouvernement, s'il n'organise pas un peu la discussion comme nous le faisons, à la fin, vous pouvez avoir chaque groupe qui pose une solution, tous les autres groupes votent contre chacune des solutions des autres, à la fin, vous n'avez rien. Donc c'est ça notre responsabilité à l'heure actuelle. Et monsieur Delège, vous dites quelle concession on a fait à la droite. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. À l'Assemblée, la droite n'a ni minorité ni majorité. La gauche n'a d'ailleurs ni majorité ni minorité. Personne n'a la majorité. Donc qu'est-ce qu'on fait comme concession? Moi, je vois des choses sur lesquelles on a bien entendu les messages. Sur les collectivités, bon, on a bien compris que la copie des collectivités ne sera pas celle initiale. On a bien compris que sur la taxe holding, a priori, qui s'appliquera en 2026, ne sera pas celle initiale. Ou à moins que je trouve par magie, sous le sapin de Noël, l'outil magique qui mettrait tout le monde d'accord sur les choses où manifestement aujourd'hui il y a des grandes oppositions. Donc, mais ce n'est pas des concessions à la droite, c'est l'observation de ce que sont les votes et de la réalité politique. Je conclurai, Monsieur le Président, sur un point du sénateur Cozic. Au fond, pour ne pas contraindre les collectivités et les services publics, le mieux, c'est d'avoir un budget. Et j'ai donné des exemples hier à l'Assemblée, qui ont beaucoup déplu une partie des députés. Je leur ai dit, mais oui, pour ne pas contraindre la gendarmerie dans ses ouvertures de casernes, il me faut un budget. Pour ne pas contraindre les recrutements pour l'administration pénitentiaire, il me faut un budget. Donc, pour ne pas contraindre, il faut un cadre, et le cadre, c'est le budget. Donc, il n'y a pas d'outil autre, malheureusement, pour faire autrement. Ce qui nous ramène à la question principale, c'est au fond de nous dire nous sommes dans une période de transition. Il y a eu une dissolution qui a été un acte politique, qui a les conséquences que l'on connaît. Il y aura une présidentielle en 2027. Oui, mais à un moment donné, elle a eu lieu. Soit on prend ça comme une contrainte, soit on cède aux sirènes de ceux qui nous disent les Français n'ont qu'à voter, ils ont mal voté. Moi, je ne cède pas cette sirène-là, c'est celle du Rassemblement national, qui n'a qu'une ligne, considérer dans tous les débats que le problème, c'est la dissolution. Bon. Donc, il nous semble que nous prenons la réalité politique comme un fait. Il y a eu... Oui, mais Monsieur Pacaud, on peut trouver toutes les responsabilités. Moi, je suis ministre d'un gouvernement qui cherche à trouver des solutions pour les Français. Dans un moment de transition politique, il y a eu un acte politique, la dissolution de 2024. Il y aura un acte politique qui sera l'élection présidentielle. Entre-temps, soit on s'effondre parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, soit on se met d'accord sur l'essentiel et les urgences, et on se dit que pour ça, les Français se réveilleront dans 10 jours, ce sera le 1er janvier 2026, ce ne sera même pas dans 10 jours, ce sera dans moins de jours, dans 7 jours. Si le 1er janvier 2026, on est capable d'agir ici et maintenant pour eux, je pense qu'on abordera la présidentielle dans une disposition d'esprit collective plus, je crois, propice à un débat républicain que nous aspirons tous à soutenir. La sous-taxe de l'IS, à ce stade, je n'ai pas le chiffre final, mais je dois vous dire que c'est orienté conformément à nos attentes, voire peut-être même un petit peu supérieur. Mais je tiens à avoir un point de précision. C'était 8 milliards. 8 milliards, monsieur le rapporteur général. 2025. Et je parle du rendement 2025. Et pour ce qui est du rendement total, il faudra faire la somme de l'impôt sur les sociétés plus de la surtaxe. Et à ce moment-là, nous pourrons voir, et au fond, ce n'est pas très intéressant de savoir si c'est l'IS ou la surtaxe à l'IS, mais on pourra voir par rapport à nos prévisions. Bon, et je rappelle par ailleurs que si on a un petit peu plus d'impôt sur les sociétés ou de surtaxe à l'impôt sur les sociétés que prévu, puisque ça peut être une hypothèse dans laquelle nous sommes, ce serait une bonne chose, puisque vous savez qu'en 2023 et en 2024, l'élasticité, le lien entre le PIB et cet impôt s'est effondré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu beaucoup de difficultés budgétaires. Donc, il y a un moment donné, c'est normal, dans le cycle économique,
qu'il est normal que parfois l'élasticité soit inférieure à 1. Si elle advenait à être proche de 1, voire un petit peu supérieure à 1, il ne faudrait pas en tirer la conclusion qu'il y a un problème sur l'impôt sur les sociétés, c'est plutôt qu'il y a une normalisation, et ce serait une bonne chose, parce que ça rendrait nos prévisions économiques et le fonctionnement collectif, je crois, plus stabilisés après 2 années de très forte inflation qui ont été 2022 et 2023. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses. Vous souhaite, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année avant de nous retrouver très rapidement pour la suite. Ce soir, mais je ne vais pas le faire en séance, si vous me permettez. Donc je le dis, pas en privé, mais voilà, de manière plus privée quand même. Voilà, merci.